Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui sur ce premier webinaire du projet Entraide du groupe UAD. Voilà, on va attendre quelques minutes, on va dire trois, pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Tout le monde est là, à attendre, prêt à lancer ce premier webinaire. Alors, il y aura quelques éléments techniques à bien avoir en tête. Ils ont été mis dans le chat, mais je vous les redonne à l'oral parce que voilà, c'est aussi plus sympathique. Donc, avec un webinaire Zoom, vous, participants, il est beaucoup plus difficile de prendre la parole, d'autant plus qu'on attend beaucoup de monde aujourd'hui pour cette présentation-là. Et vous avez donc en bas à droite un espace indiquant questions-réponses. Donc, nous vous inviterons, en particulier à la fin, de pouvoir de poser vos questions par ce moyen-là. Et voilà, alors s'il y a énormément de questions, on essaiera de regrouper par thématique de façon à pouvoir, bien sûr, obtenir les réponses pour un maximum d'entre vous. Voilà, et elles seront posées plutôt à la fin. On vous propose de vraiment garder ça. Alors, vous pouvez bien sûr les poser tout le long de la présentation, mais ce n'est qu'à la fin qu'on abordera les questions-réponses. Voilà. Et donc, d'ici quelques minutes, donc, Véronique de Geoffroy, ici présente, que vous voyez, présentera le projet. Elle est en présence de Pablo Servigne, qui co-dirige ce projet avec elle au sein du groupe URD. Et puis, nous enchaînerons ensuite avec nos panélistes. Et bien sûr, cette présentation donc, qui durera à peu près 1 heure et demie. Et il y aura une trentaine de minutes de questions. Il faudra qu'on termine vraiment dans les temps. C'est-à-dire à 12h30. Peut-être je vais commencer, Nadine. Oui, vas-y. Très bien. À toi. En fait, Pablo et moi, on va être là surtout pour l'introduction, pour expliquer dans quel cadre se déroule ce webinaire, mais ensuite on passera la parole à nos invités, que je remercie ici. Mais avant de démarrer, on voulait en fait vous donner un peu le cadre dans lequel ce webinaire s'inscrit. Donc, on co-dirige, Pablo et moi, ce projet Entraide et crise, qui a démarré en 2023 par la réalisation d'une série d'études de cas. On a fait plusieurs terrains, mais le projet, en fait, va durer jusqu'à 2027. Donc, c'est un projet de recherche-action, on peut dire, qui donc est porté par le groupe URD, mais ne pourrait fonctionner sans tous les partenariats qu'on a. Et là, notamment pour ce webinaire, Action contre la faim s'est associé à nous et nos autres invités aussi. On est soutenu par l'Agence française de développement et la Fondation de France, que je remercie ici pour leur confiance, parce que ce projet, du coup, nous permet documenter, en fait, ce qui est rarement dans les radars, c'est l'entraide dans les tout premiers temps d'une crise, ou ce qui se passe de façon spontanée et qu'on a souvent du mal à comprendre et capturer, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu commencer par une série de 6 études de cas pour vraiment documenter ces processus spontanés en temps de crise. Donc, on a choisi des terrains en France, mais aussi à l'international. Et notre série de rapports va bientôt être diffusée. Donc, on a des études de cas, par exemple, sur la Roya, cette vallée au sud-est de la France qui a été touchée par la tempête Alex en 2020. Ensuite, on a une étude de cas sur le Briançonnais, sur la mobilisation citoyenne
sur l'accueil des migrants à la frontière franco-italienne. On a une étude de cas sur l'entraide par rapport aux cyclones sur l'île de la Réunion. Et ensuite, on a des études de cas à l'étranger, par exemple au Tchad, en 2022 à N'Djamena, par rapport à des inondations et à la mobilisation citoyenne justement pour renforcer des digues dans un des quartiers de N'Djamena. Ensuite, on a une étude de cas en Australie qui est, comme vous le savez, touchée par les effets du changement climatique et a passé successivement des crises très dures, des méga-feux, puis des inondations, et où il y a une approche communautaire de la préparation au risque qui émerge suite justement à la mobilisation des communautés en temps de crise. Et une dernière étude de cas sur l'Ukraine, où il y a des réseaux de volontaires qui jouent un rôle essentiel dans le contexte depuis 3 ans qu'on connaît, en venant en aide et en apportant des secours aux populations touchées par ce conflit. Donc, au-delà de la recherche opérationnelle, on a des activités de diffusion qui démarrent pour en fait toucher à la fois les individus, renforcer les capacités d'auto-organisation des individus et des groupes en temps de crise, mais aussi pour les professionnels des secours, à la fois les acteurs humanitaires, mais aussi des professionnels ou même des acteurs des territoires, des institutions publiques. Donc voilà, l'objectif final, c'est vraiment ça, c'est renforcer l'entraide et l'auto-organisation entre sinistrés avant l'arrivée des secours et améliorer l'articulation avec la première ligne de secours. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse aux deux types de publics. Bienvenue à ce premier webinaire, comme disait Nadine. En fait, on a une série de 6 webinaires, mais vous êtes vraiment là, c'est le lancement de cette série de webinaires sur ce sujet de la santé mentale et du soutien psychosocial comme un élément clé de l'entraide. Et après, on va avoir, vous avez la liste là sur la diapo, on va faire un retour d'expérience sur Valence, les inondations à Valence et la mobilisation citoyenne. On va faire un webinaire sur le Soudan avec l'organisation au Soudan, mais aussi les apports extérieurs de la diaspora et des acteurs internationaux. Ensuite, on va avoir un webinaire sur comment est-ce que les politiques publiques peuvent favoriser l'implication citoyenne en temps de crise, comment elles peuvent préparer ça. On aura une étude de cas sur le Japon, qui, comme vous le savez, est un contexte qui est touché régulièrement par des catastrophes, et on aura notamment un retour d'expérience de Fukushima. Ensuite, le dernier, ça sera la question du genre dans l'entraide et le rôle et la visibilisation ou l'invisibilisation des femmes dans ces processus d'entraide. Voilà, j'ai beaucoup parlé, c'était moi qui devais faire la présentation, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est porté par Pablo et moi, et on va rester, on va vous écouter maintenant, et si besoin, au moment des questions-réponses, peut-être on prendra la parole, mais on est vraiment là pour écouter nos invités sur ce sujet de la santé mentale. Donc, je te repasse la parole, Nadine, mais surtout à tous nos invités. Merci beaucoup. Merci à Véronique et puis à Pablo aussi qui était là, bien là, et on ne sait pas aussi. Donc, dans la mesure où des personnes sont arrivées entre-temps, je rappelle rapidement un peu les règles. Donc, la première info que je n'ai pas signalée avant, c'est que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible assez vite sur le site URD. Vous pourrez le revoir. L'autre point, c'est que les questions-réponses, vous êtes nombreux, donc nous vous invitons à les poser dans le carré, via le carré en bas, questions-réponses, qui est disponible ici, nous les verrons. Et en fonction du nombre qu'il y a de questions, nous sélectionnerons, nous ferons des, entre guillemets, paquets de questions pour pouvoir être en mesure de vous répondre au mieux et de la manière la plus précise possible. Je vais là inviter maintenant peut-être nos panélistes qui ont travaillé beaucoup pour présenter ce webinaire de la façon la plus exhaustive possible. Je vous propose peut-être un tour de table rapide de vous présenter
en deux phrases chacun pour nous dire qui vous êtes. Et puis ensuite, eh bien, ça sera à vous de lancer le sujet. Donc, Guillaume, peut-être, je te laisse te présenter. Merci Nadine, merci à toute l'équipe de l'URD. Donc, bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a pas mal de têtes connues dans les participants, ça fait plaisir. Donc, je suis Guillaume Pégon, je suis sociologue et psychologue clinicien et actuellement responsable du secteur santé mentale, soutien psychosocial dans l'ONG Action contre la faim à Paris. Voilà, je vous donne la parole à Laetitia. On va avoir après un peu plus l'occasion de faire connaissance. Oui, bonjour, moi je suis Laetitia de Scoutet, je suis psychologue clinicienne. J'ai travaillé plusieurs années pour Médecins sans frontières sur le terrain en temps de crise et depuis plus de 10 ans, là, je travaille plutôt ici en France et surtout avec l'EMDR et le collectif. Je suis très intéressée par tout ce qui est santé mentale communautaire et comment on peut traverser les choses en collectif. Voilà. Alix. Bonjour, donc je suis Alix Passard, psychologue clinicienne. Je travaille à la cellule d'urgence médico-psychologique des Pays de la Loire et également au centre régional du psychotraumatisme et donc également très intéressée par tous ces sujets autour de l'entraide. Merci beaucoup, Alix. Donc, Guillaume, je crois que c'est à toi de lancer ce webinaire dans notre sujet. Alors, je vais vous présenter le menu. Donc, du coup, après ce petit temps d'accueil, on va avoir un temps d'introduction et d'apport théorique. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, ce que je vous propose de faire, c'est de vous étirer un petit peu et d'aller chercher un café. Ensuite, on va ouvrir en fait. Vous allez voir, on a une méthodologie pour ce webinaire qui est socio-écologique. Donc, du coup, on va partir des préoccupations qui touchent les personnes pour aller progressivement vers celles qui touchent les systèmes. Donc, voilà, un temps sur les capacités personnelles, un deuxième temps sur les interactions interpersonnelles et la mobilisation des ressources locales, un troisième temps sur les politiques locales, et puis on conclura sur une ouverture autour des réponses intégrées durables. Euh, alors, je vais commencer par l'introduction, donc sur les apports théoriques. Euh, on peut mettre la première slide de l'introduction. Voilà, super. Donc, ce par quoi on voulait commencer, c'est de dire qu'actuellement, il y a une augmentation du souci et d'un souci collectif pour la santé mentale, qui est lié au fait qu'on est tous traversés par des crises qui sont fréquentes, de plus en plus fréquentes, quel que soit l'endroit où on se situe sur la planète, et de grande ampleur. Voilà, des crises systémiques, donc qui sont autant liées à des catastrophes naturelles, d'ailleurs qu'on pourrait qualifier plutôt de climatiques, de pandémies, comme on a pu le voir pendant le Covid, de conflits. Et donc, du coup, la question de la santé mentale et du soutien psychosocial elle devient un sujet de préoccupation publique. Donc, pendant le Covid, on l'a bien vu, hein, on n'a jamais parlé autant de santé mentale depuis la pandémie. Et actuellement, en France, c'est aussi un sujet de débat important. C'est une des raisons qui a poussé le gouvernement cette année à faire de la santé mentale une grande cause nationale. Notamment, comme vous le savez, voilà, un certain nombre de personnes sans rupture de lien social vivent des expériences de solitude intenses. Il y a des préoccupations autour de la question du suicide chez les jeunes, etc. Donc, du coup, vraiment, la question des crises et de la manière dont ces crises actuellement touchent nos sociétés et cassent le lien social devient un vrai sujet de préoccupation. Du coup, ce webinaire, il s'inscrit dans une démarche de réflexion collective, justement pour comprendre comment faire par rapport à cette situation de crise, comment mobiliser efficacement des ressources disponibles qui étaient là et qui ont pu être effractées, cassées par la crise, et comment renforcer les liens sociaux dans les communautés touchées.
Donc, les objectifs du webinaire, c'est déjà de fournir une plateforme de réflexion qui s'entrecroise avec les 5 autres webinaires qui suivront. Je pense que les choses se complètent, hein, vraiment. On ne pourra pas être exhaustif hein, pendant l'heure et demie euh, de ce webinaire-là, c'est pas possible. Donc, du coup, là, on ouvre des espaces, mais il faudra vraiment voir comment ça trique dans l'ensemble des différents webinaires. Donc, une plateforme de réflexion et d'échange. Le deuxième objectif, c'est vraiment d'enrichir les connaissances théoriques et pratiques sur le soutien collectif et la résilience communautaire. Comment on fabrique de l'entraide, de la résilience individuelle et communautaire pour ce qui nous concerne en santé mentale. Voilà. Un enjeu important, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on est trois, et on est trois avec des profils un peu différents. C'est qu'on a une préoccupation pour aussi alimenter à partir des expériences qu'on peut avoir depuis une vingtaine d'années, voire plus dans l'humanitaire, au niveau des politiques publiques en France. On sent qu'il y a vraiment un gap de connaissances sur la manière dont on gère les crises en France et la manière dont cette gestion de crise se saisit en fait des enjeux de prévention, pas que de prise en charge justement, mais aussi de prévention en santé mentale. On y reviendra dans la dernière partie. Donc dans cette introduction, on souhaite aborder deux notions qui sont au cœur du webinaire. Donc notions un peu théoriques, mais on va essayer de rendre ça accessible. Donc l'éthique du care et la justice épistémique. Donc, une fois ces deux notions posées, on vous proposera de dérouler le webinaire dans une perspective, donc, comme je le disais, socio-écologique. C'est-à-dire qu'on va partir d'une perspective centrée sur les personnes pour s'élargir progressivement aux environnements proches, aux familles, aux communautés, pour ensuite interroger la question des systèmes. Alors, si je dois, avant qu'on passe sur l'éthique du care, juste que signifie une perspective socio-écologique hein, en santé mentale? Donc c'est quelque chose qu'on déploie, hein, c'est une façon d'organiser en fait la réponse en santé mentale, soutien psychosocial. Et donc du coup c'est une notion, une approche qui repose sur une compréhension globale et interconnectée des facteurs qui influencent le bien-être psychologique. On le ressent tous, hein, la santé mentale, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur, dans notre intériorité personnelle, enfin psychique, mais aussi qui est directement façonné par les interactions qu'on peut avoir avec nos entours, avec nos objets, avec voilà, ce qui nous façonne en fait. Hein. Donc du coup, la question de l'environnement, elle est centrale. Donc c'est une perspective qui se base du coup sur l'idée que les déterminants de la santé mentale, ils opèrent à plusieurs niveaux d'influence, chacun ayant un impact direct ou indirect sur le bien-être des individus. Donc du coup, on a choisi d'organiser ce webinaire en fonction de ces trois niveaux, individuel, collectif et plus politique structurelle. Alors l'éthique du care, on peut passer à la slide d'après. L'éthique du care, ça a été développé dans les années 80 par Carol Gilligan et elle repose sur une approche morale qui est centrée sur l'attention aux autres et aux relations interpersonnelles. C'est souvent associé, l'éthique du care, le prendre soin est souvent associé aux femmes en raison de la socialisation de genre. Le prendre soin, ce prendre soin qui est souvent invisibilisé dans nos sociétés, qui est le prendre soin de l'enfant, qui est le prendre soin de l'autre en fait. Hein. Voilà, donc du coup, cette notion provient d'abord ce qu'on appelle les gender studies, les études sur le genre. John Tranto, ensuite, a élargi cette notion en la définissant comme une activité collective qui vise à maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Alors, c'est important en santé mentale parce que ça donne à voir une posture, une façon de regarder en fait une problématique individuelle, une problématique sociale, où on est attentif à des vulnérabilités qui peuvent être spécifiques. Donc l'éthique du care, c'est une éthique. Donc par éthique, on entend une compréhension qui est empathique, donc l'idée de se mettre à la place, mais aussi interdépendante, de regarder les liens entre des problématiques que peuvent rencontrer les individus pris dans leur environnement, c'est-à-dire pris dans leur environnement.
Donc, l'éthique du care, elle met l'accent sur une prise en charge qui est adaptée au contexte, en tenant compte donc des vulnérabilités spécifiques et des besoins relationnels. En situation de crise, c'est important ça, les humanitaires le savent bien, quand on est face à une crise, on ne peut pas toujours accompagner tout le monde. C'est souvent, malheureusement, par faute de moyens. Donc, du coup, on est obligé de faire des choix sur des territoires, on intervient sur tel ou tel territoire, et dans ce territoire, des choix sur certaines populations. Et donc, cette charge morale, hein, on peut essayer de la travailler, de la mettre au travail à travers cette éthique du care, justement en ayant un regard sur les fragilités qu'ont certaines populations de manière plus particulière. Si je vous donne un exemple, après un tremblement de terre, il ne suffit pas de fournir un abri et des vivres, il faut aussi créer des espaces sécurisés où les personnes peuvent se sentir protégées, exprimer leur deuil et retrouver une forme de stabilité. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour, comme vous pouvez l'imaginer, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes, des enfants, etc., etc. Voilà. Donc, du coup, vraiment avoir une attention sur quelles sont les vulnérabilités spécifiques dans tel contexte qui est traversé par une crise et mettre en place des dispositifs de protection. C'est une façon de penser l'éthique du care. De même, dans les contextes de conflits armés, l'écoute empathique est essentielle. Mais là encore, sans forcément aller demander à la personne de se raconter en entier, avec des risques de retraumatisation qui peuvent être importantes. Donc, c'est vraiment se mettre à l'écoute, offrir un espace d'écoute ou l'ouvrir, mais sans aller trop loin. Et donc, du coup, il s'agit de trouver une juste posture dans le cadre, avec un cadre respectueux, sécurisé, qui permet déjà en lui-même de fournir une forme de soutien. Alors, l'éthique du care, du coup, on va la déployer à différents niveaux, qui sont les niveaux, en fait, de notre approche socio-écologique. Le premier niveau, c'est ce niveau, se soucier d'eux. Le care, on peut le traduire par différentes façons, hein. Care, c'est prendre soin en anglais, mais on peut utiliser ce caring about, se soucier d'eux. Donc, c'est le moment où, en fait, on prend conscience d'un besoin de care et où il s'agit de repérer une personne ou une situation qui nécessite une attention particulière. Donc, comme je le disais, un enfant, une personne âgée, une personne en situation de handicap, etc. C'est une phase qui est importante parce qu'elle permet aussi de diminuer les problématiques d'inégalité sociale. On sait hein, que certaines populations vulnérables n'ont pas accès aux mêmes services du fait de leur vulnérabilité. Donc, du coup, d'emblée, avoir ce souci de vulnérabilité permet de réduire ces inégalités sociales. On sait aussi qu'il y a des personnes qui sont complètement invisibilisées. Et c'est souvent le cas en situation de crise, par exemple, de personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale sévères, qui, dans pas mal de communautés, hein, peuvent être enfermées ou enchaînées, etc. Le deuxième niveau, c'est le niveau de prise en charge, donc le taking care of. Donc, une fois qu'on a identifié le besoin, il s'agit de décider d'agir. C'est une phase, en fait, qui engage une responsabilité collective. Et qui oblige à mobiliser des ressources. D'où, dès cet endroit-là, en fait, une obligation de faire des choix d'intervention, par exemple, en fonction de nos moyens financiers, humains, logistiques. Donc ces choix qui sont faits, là, à ce moment-là, ils sont politiques, car ils impliquent de prioriser certains besoins et de répartir les ressources disponibles en fonction de ce qu'on a. Le troisième niveau, c'est donner des soins, donc caregiving. Donc là, c'est l'acte concret du care qui est assuré par des soignants, des travailleurs sociaux, des aidants familiaux, des acteurs communautaires. C'est ceux qui donnent le soin. Et il peut s'agir de soins qui sont physiques, ça peut être des soins médicaux, une aide quotidienne, ou du soutien émotionnel sous forme d'écoute ou d'accompagnement. Et enfin, le dernier niveau, donc le niveau de care receiving, donc recevoir des soins, c'est la personne qui reçoit le care, pas qui reçoit, qui reçoit le care. Elle n'est pas passive, elle exprime ses besoins et du coup, il y a du feedback. Et là, il faut réajuster l'accompagnement qu'on propose. Et donc, du coup, ça oblige les personnes qui pensent l'intervention, du coup, à être dans des logiques d'évaluation, de penser leur redevabilité, etc. Donc,
ce qui est important de retenir par rapport à l'éthique du care, on va pas faire un cours sur l'éthique du care maintenant, mais en tout cas, c'est important de reposer ce cadre-là, c'est que c'est pas un engagement individuel, c'est un enjeu politique. Dans les choix qu'on fait, dans les choix d'intervention, dans le regard qu'on porte sur une crise, il y a un enjeu politique, sociopolitique. Donc c'est une étape Euh, qui est pas négligée. Oui, merci. Bénédicte? Oui, merci beaucoup, Guillaume. Je pense que comme le temps nous est un petit peu compté, je propose qu'on puisse un petit peu avancer et on a bien cerné cette question d'éthique du care qui est absolument clé et qui va nous accompagner pendant tout le temps de ce webinaire. Si, voilà, c'est juste que qu'on Non, puisse. mais j'avais terminé. Ah pardon, Merci, désolée, Nadia. excuse-moi, je J'avais t'en prie. terminé. Pardon, Euh, pardon. donc, sur la justice épistémique, donc c'est une autre notion qu'on souhaitait apporter. Donc là, c'est par rapport aux enjeux de savoir, hein. Donc, du coup, c'est quand on construit une intervention, à partir de quel savoir on se situe. Donc là, l'idée, c'est de reconnaître l'importance de savoirs locaux, mais aussi d'expériences de vie. Il y a dans le champ de la santé mentale, pour ceux qui travaillent dans ce secteur-là, toute une réflexion sur les savoirs expérientiels. Il y a dans le champ de l'humanitaire aussi toute une réflexion sur comment travailler à partir des savoirs locaux. Et ça donne à voir, en fait, quand on pense une intervention, la manière dont on va mobiliser la communauté pour construire la réponse, l'intervention en santé mentale, soutien psychosocial, ce qu'on appelle l'engagement communautaire. Donc, ça implique que lorsqu'on construit une réponse, dans la planification de la réponse, on inclut quand on peut, et le mieux c'est de le faire, on inclut les personnes qui sont concernées par l'intervention dans l'orientation que va prendre l'intervention, mais aussi tout au long en fait, c'est-à-dire dans la mise en œuvre et dans l'évaluation. Donc les personnes qui peuvent être incluses sont des leaders communautaires, des groupes minoritaires qui représentent justement les minorités qui ont des spécificités en termes de vulnérabilité, des personnes qui ont une expérience vécue en santé mentale, en souffrance psychique, mais aussi ça peut être des guérisseurs traditionnels. Donc l'objectif, c'est vraiment de co-construire les interventions et de les rendre inclusives et adaptées aux contextes locaux en prenant en compte les réalités culturelles et sociales. Donc l'expertise, elle se base sur des données scientifiques, bien sûr, hein, on ne part pas de rien à chaque fois, des récits et expériences des populations locales et aussi des savoirs issus de l'anthropologie et des pratiques culturelles locales. C'est actuellement souvent quelque chose qui est négligé dans nos interventions et sur lesquels pourtant il faut vraiment insister pour que l'intervention soit pertinente. Du coup, les savoirs en anthropologie et les savoirs des personnes concernées sont juste essentiels. Euh, donc, pour résumer, avant de lancer un programme en santé mentale, soutien psychosocial, il est essentiel de comprendre, par exemple, comment la souffrance psychologique est perçue localement, quels sont les mécanismes d'entraide déjà en place, et si certaines pratiques traditionnelles peuvent être intégrées dans les interventions. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce premier cadrage introductif et sur des notions théoriques. Et du coup, je donne la parole à Laetitia pour ouvrir ce chapitre sur le renforcement des capacités personnelles. Oui, merci Guillaume. Donc, en fait, ce qui est important pour renforcer les capacités personnelles, c'est de comprendre un peu ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau quand il y a un choc, quand il y a une crise, quand il y a trop d'informations à gérer, parce que ça va nous aider à comprendre alors quel support on va pouvoir donner aux personnes pour renforcer leurs capacités. Donc, euh, quand il y a, on est des êtres humains, on est fait pour supporter le stress, hein. A priori, on est fait pour supporter le stress et on peut vraiment souvent faire avec des choses stressantes. Quand il y a du stress, notre corps est mobilisé pour passer à l'action. Il y a beaucoup de cortisol et d'adrénaline qui arrivent dans notre corps pour passer à l'action et faire des choses. Et parfois, c'est fuir ou combattre. Quand il y a trop d'informations, quand il y a trop de stress, ou quand on est trop petit pour faire face à ce qui se passe, ou qu'il y a trop de violence, en fait, notre corps et notre cerveau se figent. Donc, peut-être, bon, on va aller assez vite là-dessus, mais par exemple, je suis une gazelle, un animal. S'il y a un lion qui m'attaque, je vais fuir. Ça, c'est la réaction
appropriée par rapport à un stress. Si je n'arrive pas à fuir, au fait, tout d'un coup, je vais me figer. Et là, je vous conseille de lire le livre de Pablo. Il vient d'écrire un livre sur le pouvoir du suricate qui explique ça très, très bien. Donc, mon corps se fige et je fais la morte, au fait. Et j'ai énormément d'endorphines qui arrivent dans mon corps pour calmer la douleur et je fais la morte. Et c'est comme si l'énergie sortait de mon corps. Mais au fait, j'ai encore plein d'énergie dans mon corps. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. Et c'est ce qu'on peut voir en temps de crise, c'est que certaines personnes, tout d'un coup, elles collapsent comme ça. C'est comme si elles se déconnectaient et elles sont à terre. Mais au fait, dans le monde animal, on réagit très bien quoi, au stress. C'est que le, quand la menace est partie, eh ben, on se lève doucement et puis on commence à se défiger, à bouger notre corps, à défiger toute l'énergie qui a été bloquée. Nous, êtres humains, on ne fait pas trop ça. On va plutôt partir dans la pensée, pourquoi, comment et tout, mais on va pas aller dans le corps, alors que c'est dans le corps que qu'on peut laisser aller le plus de stress possible. C'est avec le corps. Je vous dis ça parce que les interventions vont impliquer, et on voit, les recherches le disent aussi, tout ce qui est la théorie polyvagale et tout, vont impliquer de plus en plus le corps pour décharger le stress plus que la parole et faire sens. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le corps. Et dans le cerveau, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme quand il y a un orage dehors, que la foudre arrive, au fait. Comme dans une maison, ben, il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion il y a un disjoncteur qui disjoncte les informations et qui met à l'abri les informations qui pourront être traitées, mais plus tard, parce que là, on ne peut pas les traiter. Et donc, ces informations ne vont pas dans la bibliothèque des souvenirs où on va traiter normalement les choses de notre journée. Non, elles restent encapsulées dans une bibliothèque où c'est comme des livres qui restent ouverts avec les sensations, les émotions, les choses qui ont encore besoin d'attention mais qu'on ne peut pas traiter à ce moment-là. Voilà. Et donc, ce disjoncteur va nous donner une sensation un peu de dissociation. Je pense que certains d'entre vous connaissent ce mot-là. Et on peut se sentir vraiment impuissant, seul, déconnecté, hors réalité, nul, avec beaucoup de honte. Il y a plein d'émotions qui viennent avec ça. Et ce sont encore des émotions normales parce que c'est comment notre corps et notre psychisme réagissent par rapport à quelque chose qui est dépassé, qui est trop. Quand il y a trop, c'est la manière adéquate de réagir. Et donc, on va avoir des symptômes euh, de stress aigu et on va quoi, qui passe par des réactions d'évitement. Donc, on va essayer d'éviter les situations qui nous rappellent ça, où on va éviter d'y penser. Euh, Ça peut revenir à nous sans qu'on le veuille, parce que, comme je vous disais, ce sont des livres ouverts qui n'ont pas été rangés à leur juste place. Normalement, quand il nous arrive des choses, toutes les choses sont rangées dans la bibliothèque des souvenirs en fonction des thèmes et tout. Ça se passe pendant la nuit, ça se trie pendant la nuit. Mais quand l'information est trop forte, elle reste vraiment en l'état. Elle reste avec les émotions, les sensations, les intonations. Et donc, c'est sensoriel. Donc, c'est cette fameuse Madeleine de Proust, hein, tout d'un coup, il y a des bonnes choses qui peuvent nous arriver, mais peut-être des moins bonnes qui reviennent. Une intonation peut tout à fait nous faire, euh, quoi, nous remettre dans un temps où on était beaucoup plus petit, où on ne savait pas comment agir par rapport à ça. Voilà. Donc, il y a des intrusions, il y a des flashbacks, il y a des flashbacks, il y a des cauchemars, il y a des choses qui arrivent sans qu'on les maîtrise. Et on peut aussi avoir une réduction du champ de conscience et du champ des cognitions. Ça veut dire que j'ai des problèmes d'attention, je me sens brouillardeuse, je me sens pas vraiment là. Euh, dans les cognitions, je me sens nulle, je me sens incapable, je peux pas faire face, je me sens complètement impuissante. Je n'ai plus accès à mes ressources, au fait, parce que je suis que dans mon cerveau qu'on va appeler mon cerveau primaire, mon cerveau archaïque. Je suis que dans mes réactions de survie. Alors, on peut être dans les réactions de survie un peu, mais on peut pas y être trop parce que on est vraiment en mauvais état. Et renforcer les capacités personnelles des personnes veut dire qu'on va devoir voir les personnes qui sont en réaction de survie pour les remettre un tout petit peu dans leur corps et qu'ils puissent ressentir un peu de sécurité quand il y a de la sécurité. Et donc, une des manières va être de normaliser ce qu'ils vivent en disant... Ah oui, et il y a encore l'activation neurovégétative. Ça veut dire que quand
je pense à l'événement, mon corps est activé comme si je vivais l'événement. Donc, soit j'ai envie de fuir ou d'attaquer, parce que ça, c'est une des manières de faire face à un danger, soit je suis complètement figée, comme la gazelle avec le lion qui l'a attaqué, qui a fait la morte pour survivre. Donc, je suis complètement figée. Je n'ai plus accès euh, à toute la partie de mon cerveau qu'est le néocortex qui me permet de créer, de faire face, de rebondir, d'analyser. Je suis hors moi. Je suis, voilà. Donc, ce sont des personnes qu'on va vraiment vouloir aider en premier. On peut passer à la slide d'après. Euh, Et c'est important de voir, en fait, quand on veut renforcer les capacités personnelles des personnes, c'est important de les remettre dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est la fenêtre où ils sont là avec nous et avec leur néocortex, avec leur capacité à penser et à créer, à analyser et à faire face, au fait. Donc, la fenêtre de tolérance, c'est une fenêtre où on peut avoir les informations et les traiter. Quand on est hors fenêtre de tolérance, on va parler qu'on est en hyperactivité ou en hypoactivité, soit je suis en combat et fuite avec beaucoup d'agitation et d'agressivité en haut, soit je suis en hypoactivité où je suis complètement gelée, euh, quoi, je suis plus là, je suis dissociée. Euh, donc, je ne peux pas avoir accès à mes ressources parce que renforcer les compétences des personnes, c'est les remettre en lien avec leurs ressources. Donc, ça se passe dans la fenêtre de tolérance. C'est pour ça que c'est important de pouvoir aider les personnes à se remettre dans la fenêtre de tolérance. Et ça se passe de manière assez simple parce que ça se passe par le corps, au fait. C'est le corps qui donne l'information que maintenant je suis en sécurité. Et donc, c'est pour ça que notre support doit avant tout être de permettre aux personnes de se ressentir en sécurité aussi dans leur corps. Donc, ça se passe par des exercices d'ancrage assez simples. Et je propose qu'on prenne genre juste 1 ou 2 minutes pour en faire ensemble. Donc, vous pouvez juste recroqueviller vos pieds dans vos chaussures et juste sentir vos orteils dans vos chaussures. Et puis sentir votre dos là sur la chaise. Ce sont des exercices simples, mais qui peuvent vraiment aider à revenir dans le ventral. Moi, je me souviens quand j'étais dans l'urgence Ebola, c'était vraiment quoi. Il y avait Ebola partout dans le centre pédiatrique où on était. Et ce sont des exercices simples comme ça qu'on a fait pour permettre de revenir à l'intérieur de nous malgré le stress qui se passe à l'extérieur. Donc, on peut juste sentir notre dos, notre colonne vertébrale, notre structure et commencer à faire des grandes respirations. Ouais. Et puis, je vous propose de bouger les épaules un peu. Donc, nous, on ne vous voit pas, c'est un peu dommage, hein, mais donc, je ne sais pas si vous le faites avec moi, mais bougez les épaules. Donc, ramener le mouvement permet de sortir du défigement. Donc, quand on a des gens vraiment dans le figement, on va essayer qu'ils se redéfigent. OK. Donc, et on peut même bouger nos bras encore plus. Ouais. Ouais, si vous avez le courage juste de vous lever et de vous étirer, venez juste étirer un peu. Ouais. Et sentir vos pieds. Donc ça, c'est tout simple. Mais ça permet de faire revenir les gens dans leur corps. Et alors, on peut faire comme ça, en bougeant son corps et en regardant derrière. Parce que ça, c'est des exercices d'orientation. Ça permet de voir que le danger ne vient, quoi, qu'il n'y a pas de danger. Parce que souvent, le danger vient de derrière. Ouais. Alors, et on peut continuer juste un peu et on peut bouger un peu son corps. Ça, c'est quand on ramène les gens. Quoi, c'est ce qu'on fait beaucoup en santé mentale communautaire, c'est chanter, danser, c'est ramener les gens dans le corps, dans quelque chose où ils bougent ensemble, au fait. Ça met beaucoup de réconfort, ça amène beaucoup de réconfort. Bon, là, on est tous devant notre ordi, ça amène peut-être pas autant de réconfort, mais normalement, ça amène beaucoup de réconfort. Voilà, on peut se rasseoir. Donc, tout ça pour vous dire que, au fait, le trauma, c'est universel. Cette manière de faire est universelle. C'était l'autre slide. Le trauma, c'est universel et une des manières de le traiter, c'est de pouvoir se sentir en sécurité quand on est en sécurité, au fait. Donc, euh, en fait, on traite un trauma quand on a un pied dans le présent, donc où je me sens en sécurité maintenant. Donc, le choc, hein, et on a un pied dans le passé, donc c'est arrivé.
Si j'ai juste un pied dans le passé, je me sens tout à fait perdue dans mon passé et je fais de la retraumatisation. Si j'ai juste un pied dans le présent, c'est très bien. Je fais tout ce qui est pleine conscience, je me sens bien dans mon corps et tout, c'est très bien. Mais je ne traite pas le fait que c'est arrivé et c'est terminé. On a besoin de ces deux informations pour traiter un choc. Et ce qui peut être vraiment aidant, je ne pense pas que vous voyez avec mes doigts, mais en fait, ce qui est très aidant, c'est d'avoir un corps en sécurité à côté de soi, c'est d'être relié au fait. C'est de se sentir relié à quelque chose. Donc, on peut être relié à un autre corps qui est tranquille, on peut être relié à un animal, à un arbre, on peut être relié à quelque chose qui nous transcende, mais pour se sentir en sécurité dans le présent, ça passe souvent par le lien. Et c'est pour ça que c'est important quand on renforce les capacités des personnes. Et l'entraide est vraiment là, c'est remettre du lien là où il n'y en a pas eu, parce que le trauma a souvent mis les gens hors humanité. Donc, remettre du lien là où il n'y en a pas eu. C'est vraiment important. Et ça se passe par notre corps. Ça se passe par comment est-ce que euh, on co-régule avec notre corps les personnes qui ont vécu des chocs. Donc, euh, les personnes ont souvent besoin de se sentir en sécurité, comme je vous le disais, et ça passe par un sentiment corporel, la sécurité et de savoir leurs proches en sécurité, de pouvoir s'auto-apaiser, d'avoir des exercices simples pour s'auto-apaiser, et ça passe encore par le corps. Un pied dans le présent, un pied dans le passé, et être relié, euh, être en mouvement, parce que le trauma fige, et donc le mouvement enlève la charge traumatique du corps. Euh, et quand on est dans notre corps en sécurité, on peut du coup se mettre en lien avec nos ressources, quelles que soient nos ressources. Et puis il y a beaucoup de ressources culturelles, il y a beaucoup de compétences qu'on peut alors remettre en mouvement. Et on peut alors reprendre notre capacité d'agir pour soi et pour les autres. Donc sur le terrain, quoi, comment ça se passe plus concrètement, et ça. Ce qui peut être aidant dans notre approche, c'est d'identifier les personnes à risque. Et je pense que là, vous avez compris que celles qui sont le plus à risque, ce sont celles qu'on ne voit pas. Ce sont celles qu'on n'entend pas. Ce sont celles qui dorment tout le temps. Ce sont les personnes qui sont en hypoactivation. Et c'est vers elles qu'il va falloir apporter le plus de soins et de soutien parce que ce sont celles qui sont vraiment en menace vitale. Ceux qui pleurent beaucoup, on sait qu'ils sont en train de gérer l'information, mais ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui dorment tout le temps, ce sont souvent ceux qui sont vraiment à risque. De pouvoir redire aux personnes que c'est normal de réagir de cette manière, que c'est normal d'être déconnecté de cette manière, que c'est normal, qu'ils réagissent de manière normale face à des événements qui, eux, sont anormaux. C'est simple comme phrase, mais ça remet les choses en perspective. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est tout ce qui est l'art-thérapie. C'est pouvoir amener les gens à parler de ce qu'ils ont vécu, mais pas en restant juste dans tout ce qu'ils ont vécu. Et ça se passe aussi beaucoup par le dessin, le chant, la danse. Et on voit vraiment que les exercices de stabilisation qui sont utilisés dans plein d'endroits dans le monde et en groupe en santé mentale communautaire, au fait, comment ça se passe, c'est qu'on va se stabiliser ensemble. Et on se stabilise beaucoup en chantant, en dansant, parfois en priant ensemble. Quoi, Et au fait, ça passe par le corps. Et c'est pas qu'il y a juste un d'entre nous qui fait ça, c'est on fait ça tous ensemble. On remet du lien là où le lien a été détruit, là où le lien a été attaqué. Quand il y a eu trauma, quand il y a eu effraction, on a perdu le contrôle. Donc, une des choses qu'on va viser, c'est à remettre le contrôle, à redonner aux gens du pouvoir et du contrôle. Et une des manières simples, c'est de réhabiliter les rituels. Les rituels d'endormissement, les rituels avant de manger, quoi. Le plus possible de faire en sorte que les gens reprennent du contrôle sur leur vie quotidienne, des petites choses dans leur vie quotidienne. Des temps pour les enfants pour jouer, des temps pour apprendre, euh, voilà. On va vouloir peut-être faire des entretiens individuels quand c'est possible avec les personnes les plus fragiles. Et ou sinon, on va promouvoir le groupe parce que, comme je vous disais, le lien a été attaqué. Donc, remettre de l'humanité et être relié, être en sécurité et relié sont les indispensables que pour pouvoir traiter le choc. Donc, c'est surtout ça qu'on va viser.
Et ensuite, là, on va pouvoir partager les ressources, comprendre c'est quoi les ressources des gens, qu'est-ce qu'ils ont déjà pu mettre en place et comment est-ce qu'ils pourraient remettre en place ce qu'ils connaissent déjà et puis créer d'autres ressources aussi. Les gens sont très inventifs, ont plein d'idées, mais ça se passe, ils peuvent seulement avoir accès à tout ça quand ils peuvent se sentir dans leur fenêtre de tolérance. Et donc, nous, notre support va être de pouvoir les remettre le plus rapidement possible dans leur fenêtre de tolérance pour qu'ils puissent se sentir en sécurité, reliés et connectés à leurs ressources et à ce qu'ils peuvent créer, mettre en place. Voilà. Donc, eh ben, Guillaume, je te redonne la parole alors. Merci Laetitia. Du coup, on va poursuivre sur le deuxième chapitre au niveau des renforcements des interactions interpersonnelles et des mobilisations de ressources locales. Donc, je vais co-animer avec Alix pour un certain nombre d'exemples issus de son expérience à Mayotte et puis d'autres exemples issus de la recherche entrée dans temps de crise ou d'autres projets humanitaires. Donc, en fait, on a voulu dans cette seconde partie vous donner des exemples d'activités qu'on observe et qui sont particulièrement stimulantes pour justement travailler sur réactiver en fait, hein, à la fois remettre en mouvement, se remettre en mouvement soi-même, mais aussi se remettre en mouvement avec les autres. La première activité qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est l'activité de groupe de soutien, de cercle de parole. Alors, groupe de soutien, c'est souvent une terminologie qui est utilisée dans le champ de l'humanitaire. Cercle de parole, c'est enfin, on le retrouve dans d'autres cercles, enfin, dans d'autres univers. Les groupes de soutien et cercles de parole, c'est des espaces collectifs. C'est vraiment ça l'idée où on fabrique de l'entraide en partageant nos expériences, en exprimant nos émotions douloureuses ou positives ou joyeuses. Comme le disait Laetitia, souvent ces groupes commencent par des rituels, donc ça peut être de la danse, ça peut être du chant. Vraiment, l'idée c'est de partager en fait, hein. Ça peut être aussi à travers le thé, la cérémonie du thé ou prière dans certaines sociétés plus spirituelles. Voilà, vraiment l'idée de se remettre en mouvement autour d'un partage et que ces rituels doivent être choisis par les personnes concernées. Enfin, voilà, fonctionner de manière assez fluide par rapport à ça. Il s'agit aussi, donc, quand c'est repris et animé par des professionnels de la santé mentale ou des personnes qui ont été formées, de trouver des moyens de gérer la détresse. Et on peut, à travers ces groupes de parole, traiter certains symptômes du psychotraumatisme. Donc, on a des expériences à partir de thérapies basées sur le MDR ou sur les thérapies cognitivo-comportementales qui nous permettent de commencer à traiter un certain nombre de symptômes à travers des groupes de ce type-là. Avant tout, les effets qu'on peut observer, c'est la reconstruction du lien social, hein, par une participation active, un groupe de parole qui fonctionne bien. Souvent, les gens se retrouvent après et s'entraident. Donc, ça part de là. Donc, on a pu observer des groupes de parole, des cercles comme ça se mettre en place dans pratiquement toutes les crises, hein. Les gens fabriquent de l'entraide, essaient de trouver des solutions et donc, du coup, on a des groupes comme ça informels. Donc, dans la vallée de la Roya, hein, ça s'est basé notamment à travers des réseaux associatifs qui préexistaient. Donc, les gens se connaissant se sont réunis et ont répondu à la crise de manière collective. Et puis, on rejoint d'autres collectifs pour s'entraider, déblayer. Enfin, on va voir après. Et puis, Alix a un exemple par rapport à Mayotte. Donc, je te donne la parole, Alix. Oui, alors je peux vous parler un peu de Mayotte après le cyclone Chido qui a eu lieu en décembre dernier et d'un moment qui m'a particulièrement marqué lors d'un groupe de parole qu'on avait organisé pour des enseignants d'histoire géo. Alors au début, on est avec ces enseignants qui sont bouleversés, qui partagent leur propre vécu du cyclone et surtout leur appréhension à retrouver leurs élèves dans ce contexte chaotique ou à ne pas les retrouver puisque ça pouvait être aussi une question. Et puis, ils se sont écoutés, validés mutuellement dans leurs ressentis. Et au fil des échanges, quelque chose s'est transformé. Ils ont peu à peu commencé à se projeter ensemble vers l'après. Et de ce groupe est née une idée vraiment très forte, celle de créer avec leurs élèves un projet collaboratif intitulé Mémoire de cyclone, avec comme objectif
pour eux, en fait, de permettre aux élèves de transformer ce vécu partagé en une histoire collective avec des témoignages écrits, des photos, pour digérer l'événement et avancer ensemble. Et moi, ce que je retiens de ce moment, en fait, c'est que finalement, ce qui compte, même plus que des solutions concrètes, là, dans ce qui s'est fait, c'est plutôt le processus lui-même, de se rassembler, de réfléchir ensemble, de réapprendre à faire groupe. Et je dirais que c'est là que se construit la résilience. Je te laisse. Merci, merci Alice. On va passer sur une deuxième activité, donc une activité de soutien et développement d'initiatives d'entraide matérielle et psychosociale. Donc c'est exactement la même idée, mais plus sur des réponses au niveau matériel. Donc c'est toutes les ressources où on va échanger, distribuer donc de la nourriture, de l'eau, des vêtements, des abris, mais aussi des kits de protection. C'est pas rien en fait enfin en tout cas avec des lunettes en santé mentale, soutien psychosocial, c'est pas simplement distribuer, c'est aussi s'assurer que le kit, la nourriture, elle arrive bien où elle doit arriver en fait, hein, et que ça va pas faire l'objet de transactions, d'échanges qui peuvent réengendrer des violences, voire des psychotraumatismes. Voilà, cette fourniture, cet accès, favoriser cet accès à des ressources matérielles, ça permet aussi de soutenir sur le plan émotionnel les personnes qui sont en détresse. Et puis, ben, ça entraîne des chaînes de solidarité qui sont extrêmement solides. Voilà, donc ça peut être en Australie. Dans l'étude, moi, j'ai été assez surpris de voir en fait autour de la gestion des tronçonneuses lorsqu'il s'agit en fait d'aller couper les arbres qui sont tombés sur les routes suite à un incendie pour favoriser l'accès aux pompiers. Donc, du coup, comment on se solidarise par rapport à ça? Ça peut être comment on va aller renforcer une digue pendant un cyclone, pendant des inondations. Ça peut être effectivement déblayer, comme on voit sur l'image, bah voilà, des maisons qui ont été complètement ravagées par une crue ou un tremblement de terre. Euh, à Mayotte, on a Oui, à du Mayotte, temps? je peux vous donner un exemple du fait que les écoles étaient déjà des lieux sanctuaires bien avant le cyclone Chido. Pour parler par exemple du quartier de Kaweni, pardon, qui est à l'ouest de Mamoudzou et qui est considéré comme le plus grand bidonville de France. Les enfants, ils marchent à peu près 2 heures en savate, sous la chaleur. Ils arrivent à l'école affamés, assoiffés, épuisés. Et l'école, bah, c'est l'endroit où il y a de quoi subvenir aux besoins de base, ces besoins de base qui sont nécessaires pour être, bah, déjà pour survivre, mais pour être reliés aux autres. Donc à l'école, il y a de quoi boire, de quoi manger, il y a des sanitaires fonctionnels, mais il y a aussi des adultes bienveillants et il y a un cadre sécurisant. Et en fait, après le cyclone, la réouverture des écoles, c'était une urgence, mais absolue, pour avoir à nouveau accès à ces besoins essentiels, manger, se laver, se poser, et puis pour pouvoir reprendre des repères et que les enfants puissent retrouver du lien social. Donc voilà, là c'est vraiment l'école qui n'est pas juste un lieu d'apprentissage, c'est aussi un ancrage vital pour des enfants qui sont en grande précarité. Je te laisse poursuivre, Guillaume. Merci. Du coup, une troisième exemple d'activité, c'est autour de la question de la paire aidance. Alors, la paire aidance, c'est toujours un sujet en santé mentale parce qu'on est paire aidant à partir de quelle expérience? Malgré tout, on voit en fait dans les projets humanitaires souvent que les personnes veulent se regrouper à partir d'une expérience similaire. Donc ça peut être, je me souviens au Rwanda par exemple, les femmes veuves du génocide. Ça peut être des personnes qui ont une expérience de santé mentale, qui du coup veulent s'entraider. Ça peut être des personnes en situation d'exil qui veulent aller travailler, comme on a pu le voir à Briançon, dans le centre d'hébergement solidaire. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais là, ça me semble important de montrer, enfin, de revenir sur cette notion de paire aidance parce que c'est différent d'un groupe qui est plus diversifié, plus ouvert sur la communauté. Là, c'est vraiment que le groupe se constitue à partir d'une expérience de vie qui est singulière. Euh, donc là, ce qu'on peut voir émerger, c'est que ça fabrique énormément de confiance entre les personnes. Et puis surtout, ça permet ce groupe, sa force, ça peut être aussi d'aller sensibiliser
un certain nombre d'acteurs qui sont autour sur des problématiques singulières et donc du coup de revendiquer des droits singuliers et aussi des accès en fait à des services qui peuvent être particuliers directement en lien avec leurs besoins. Sur Mayotte? Ouais, sur Mayotte, bon, toujours après le cyclone Chido, on a formé des acteurs de proximité, des enseignants, des infirmiers, des travailleurs sociaux. Mais en fait, il était vraiment impossible de démarrer une formation classique si on prenait pas en compte, pardon, une chose essentielle, c'est-à-dire que ces professionnels, ils avaient eux-mêmes vécu la catastrophe. Donc, on est parti sur des formations un peu hybrides. Et avant d'entrer dans le contenu technique, on a commencé par ouvrir un espace de parole comme on en parlait au départ. Donc d'abord, les participants ont pu dire ce qu'ils avaient traversé, ils ont pu exprimer leur peur, leur épuisement, leur sentiment d'impuissance. Et ce temps de parole, il était essentiel parce qu'on ne peut pas apprendre des nouvelles choses quand on est soi-même saturé d'émotions qui ne sont pas digérées. Et ensuite, on a proposé vraiment des outils concrets pour repérer les signes de stress et de trauma chez les enfants, comment utiliser des outils de stabilisation émotionnelle pour apaiser et rassurer, et puis savoir comment accompagner un enfant en détresse et l'orienter vers des ressources adaptées. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'à chaque rotation de nos équipes, on a toujours laissé des supports pédagogiques et des outils pratiques qui ont été pensés pour qu'ils puissent continuer sans nous. Voilà, je te laisse poursuivre. Hmm. Ces groupes, en fait, quels que soient les groupes dont on vient de parler, ils peuvent aussi, souvent, en fait, ce qu'on constate dans l'évolution d'un groupe, c'est qu'au départ, alors, soit il se crée de manière informelle et ensuite, effectivement, quand il y a des interventions en santé mentale, système psychosocial qui arrivent, on, on- enfin, on le reprend. Mais en fait, une fois que l'objectif de ce groupe-là est traité, souvent, ça peut encore émerger vers une autre forme de groupe qui peut être dans des contextes de post-crise autour d'activités génératrices de revenus, par exemple. On peut avoir des associations entre un objectif de santé mentale qui est de renforcer l'estime de soi, de travailler sur le trauma, de travailler sur le lien social, et des objectifs de redressement économique, comme on peut le voir par exemple dans un projet qu'on partage à Action contre la faim avec le groupe URD, le projet Résilac, où la mise en place d'activités génératrices de revenus permet de travailler sur à la fois les conditions matérielles et aussi le sentiment d'appartenance collective. Donc on est à la fois sur des enjeux voilà, de, de- de redressement économique, mais aussi de cohésion sociale. Euh, donc voilà pour ces trois premiers groupes. Le dernier groupe qu'on souhaitait partager, c'est la création de réseaux de soutien communautaire. Alors, ces réseaux de soutien communautaire, c'est des structures organisées au sein des communautés pour offrir un soutien continu et coordonné aux membres du réseau, enfin du groupe en détresse. Donc ça peut inclure des groupes de bénévoles, des communautés confessionnelles, des réseaux de professionnels de la santé mentale. Donc, moi, je fais un lien, ça va paraître peut-être un peu bizarre, mais je fais un lien avec en France ce qu'on appelle les conseils locaux de santé mentale qui ont été créés dans les années 80 et qui sont maintenant très diffusés un peu partout en France, où en fait ces réseaux parfois peuvent être des réseaux qui ne font pas que traiter des situations complexes, mais qui permettent aussi de générer des petits projets qui fabriquent du soutien communautaire, qui traitent des problématiques, par exemple autour de l'accès à l'alimentation pour les populations précaires, qui vont traiter la question de l'hébergement pour les populations migrantes, pour les mineurs non accompagnés, etc., etc. Donc voilà, c'est comment, en mettant autour de la table des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude travailler ensemble, de collaborer ensemble, que ce soit la police, voilà, je commence par la police, parce que c'est en santé mentale, c'est quand même un vrai sujet. Les pompiers, le centre médico-psychologique, l'hôpital psychiatrique, la mairie, le centre d'hygiène et santé, etc., l'éducation nationale. Du coup, on crée un collectif d'entraide qui a une préoccupation en fait pour des populations qui ont des vulnérabilités spécifiques. Euh, voilà, donc là, on a des exemples à La Réunion, par exemple, où il y a eu des réseaux de soutien communautaire qui ont été mis en place pour répondre aux besoins psychosociaux des habitants. Donc ça inclut des groupes de parole, des ateliers de gestion de stress, des formations au premier secours psychologique qui permettent de renforcer les capacités locales et de promouvoir la résilience. Un autre exemple à Fukushima au Japon,
après la catastrophe nucléaire, des groupes d'habitants se sont organisés pour mesurer, par exemple, la radioactivité de leur environnement et des aliments, mais aussi pour revendiquer leurs droits derrière. Hein. C'était pas, voilà. Donc, c'est des initiatives au Japon qui sont cruciales pour établir la confiance, mais aussi pour fournir des informations fiables à la communauté, aux résidents. Euh, Parfois, dans d'autres communautés, les communautés confessionnelles jouent un rôle aussi parfois très, très important dans le champ de la santé mentale, parce qu'elles offrent un soutien émotionnel et spirituel qui peut être tout à fait clé pour refabriquer de la cohésion sociale et de la résilience. Euh, voilà, donc si je peux euh, si je peux résumer, si on peut passer à la slide d'après. Euh, donc, est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Il y avait le soutien aux aidants aussi. Voilà. Ouais, vas-y. Ouais, soutien les aidants, je viens de le dire en fait, j'ai pas vu, on a zappé cette slide. C'est pas grave, là on a un tableau récapitulatif, donc du coup sur les différents types de réseaux et de soutien. Donc du coup, voilà, sur les groupes de soutien et cercles de parole, on voit bien que la fonction, c'est une fonction au niveau émotionnel, de reconnaissance mutuelle, où on partage l'expérience dans un cadre sécurisé. Ce qu'on vit, c'est vraiment l'apaisement émotionnel, le renforcement du lien social. Les initiatives d'entraide matérielle, la fonction principale, c'est de répondre aux besoins immédiats, hein, donc matériels, mais aussi du coup psychosocial, ce qui permet de fabriquer de la mobilisation communautaire, du soutien, notamment logistique. Et l'effet, c'est de sécuriser les besoins fondamentaux et de renforcer le tissu social. Les pairs aidants, donc du coup, on est sur le soutien de proximité basé sur l'expérience partagée. La formation aussi de membres de la communauté sur notamment tout ce qui est premier secours psychologique et le renforcement des compétences locales, amélioration de l'accès aux soins et les réseaux de soutien communautaire. Donc il s'agit de structurer la réponse collective durable, la coordination des acteurs locaux, l'implication communautaire et le renforcement de la capacité de la réponse locale. Le soutien aux aidants, tu avais raison, Alix, je l'ai zappé. C'est pas grave. On va y Je revenir. reviens dessus, mais c'est pas grave. Donc, le soutien aux aidants est juste indispensable parce que Laetitia en a parlé. On a aussi du côté du traumatisme, enfin, un effet contaminant, donc ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Et donc, par aidant, on entend autant les aidants professionnels hein, que les paraprofessionnels, les bénévoles, les familles, toutes les personnes en fait qui sont dans cette activité de care, de soutien. Donc ça, c'est en santé mentale, soutien psychosocial, c'est indispensable. On peut pas travailler sur des activités de santé mentale, soutien psychosocial sans avoir une logique de soutien aux personnes qui font ces activités. Mais de manière plus générale, on se rend compte et on voit bien actuellement en Ukraine que les activités d'aide aux aidants sont super, super importantes. Je crois qu'Alix, par rapport à ça, tu avais une super notion à nous apporter sur la clinique de l'interstitiel. Oui, alors je vais prendre un exemple à Mayotte avec vraiment un travail d'accompagnement des soignants où l'épuisement était vraiment palpable pour eux. Et c'est des professionnels qui sont vraiment au cœur du tissu social et pour autant qui viennent pas forcément en consultation. Et c'est là qu'il faut adopter une approche un peu différente, pouvoir sortir du cadre classique du soin et se placer dans ce qu'on appelle la clinique de l'interstitiel. Alors qu'est-ce que c'est? L'interstitiel, c'est tout ce qui se joue en dehors des espaces traditionnels du soin. Ça peut être dans les couloirs, dans les salles de pause, c'est les moments volés entre deux urgences. C'est des espaces informels qui deviennent parfois les seuls endroits où la parole peut vraiment émerger. Donc je vais vous raconter un exemple qui nous a beaucoup marqué. Nous sommes allés à la rencontre des équipes de nuit du centre hospitalier de Mamoudzou. Et ce soir-là, avec ma binôme, on était à la maternité. Et cette maternité de Mamoudzou, il faut savoir que c'est la plus grande de France en termes de naissance. Donc, bon, on arrive dans la maternité, puis comme souvent, on se présente comme ça. Bonsoir, on est les collègues de la cellule d'urgence médico-psychologique, on vient prendre de vos nouvelles.
Et puis là, il y a une aide-soignante qui est venue vers nous et qui a senti que c'était peut-être un peu le moment. Et puis, on n'avait pas tellement d'endroits où s'installer, alors on a aidé dans un stock de matériel médical, dans la pénombre. Il faut imaginer encore un peu du placo arraché, pas vraiment, enfin la lumière qui clignote. Et on était assises là entre des cartons de gants et de seringues. Et puis c'est là qu'elle a pu raconter, exprimer cette nuit du cyclone. Elle était à l'hôpital, elle avait peur que les murs cèdent sous le vent, elle avait beaucoup de peur pour ses enfants qui étaient restés à la maison. Et puis elle avait cette certitude au fond que peut-être il n'allait pas s'en sortir vivant. Et pendant qu'elle parlait, dans la pièce voisine, il y avait des femmes qui accouchaient. Et en fait, c'est ça qui nous a saisis, c'est ce contraste. Il y avait d'un côté la parole du trauma, de l'autre les cris de la vie naissante. Et voilà, ces échanges, ils sont loin des bureaux, ils sont loin des consultations classiques et ils nous rappellent que la souffrance, elle ne surgit pas forcément là où on l'attend et elle se raconte parfois là où il reste juste un petit peu de place pour se dire. On peut poursuivre. Merci Alix. Du coup, je passe très très vite sur le tableau. Je pense qu'on partagera de toute façon ce PowerPoint hein, pour les personnes qui veulent revenir dessus. Est-ce qu'on peut aller là? Voilà, merci. Donc du coup, il y a après plein d'activités qu'on n'a pas développées parce qu'autrement, il nous faudrait presque une semaine hein, pour développer tout ce qu'on peut faire en santé mentale, soutien psychosocial. Mais voilà, quand même, juste énumérer le fait que c'est important avant d'intervenir de réaliser des évaluations contextuelles, anthropologiques, qui on peut qui nous permettent d'ajuster, d'affiner en permanence en fait, hein, enfin, d'ajuster nos designs, la manière dont on construit les interventions. Aussi de faire des cartographies de services qui existent sur un territoire, spécialisés ou non spécialisés, voilà, d'avoir des bases de données sur les personnes, notamment quand on sait qu'il y a des crises qui sont récurrentes sur un territoire, de savoir qui sont les leaders communautaires, qui sont les personnes ressources de la communauté, les personnes qui créent du lien, qui créent de l'entraide. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut organiser en amont pour préparer malheureusement la prochaine crise, enfin, l'arrivée de la prochaine crise. Voilà, de la même façon, sur la question des formateurs, des ressources, c'est souvent un vrai sujet en santé mentale, soutien psychosocial, puisque dans la plupart des pays où on travaille dans le champ humanitaire, il n'y a pas de spécialistes en santé mentale, soutien psychosocial. Donc, il y a une double approche, à la fois de former des non-spécialistes en santé mentale sur des protocoles de soins, sur des approches simplifiées, allégées, mais qui ont été testées, validées, hein. Voilà, donc ça c'est une première approche. Et la deuxième approche, c'est de partir des ressources aussi des personnes qui fabriquent de l'entraide, du lien social et de la santé mentale. Donc vraiment être sur les deux niveaux. Donc en synthèse pour ce chapitre, l'idée c'est vraiment la clé de robustesse, j'ai marqué clé de robustesse, c'est d'arriver à combiner un soutien humain, logistique et psychologique qui se greffe sur l'existant. Vraiment l'idée c'est de se greffer, c'est pas d'arriver comme des pompiers en santé mentale, soutien psychosocial, on ne travaille pas comme ça. Vraiment, l'idée, c'est de s'interconnecter et surtout voilà, d'identifier les réseaux, les interdépendances et de soutenir en fait des logiques de lien social là où elles ont été rompues. Donc, on va passer au troisième chapitre. Donc, je redonne la parole à Alice. Oui, donc maintenant, on va se situer à un niveau un peu plus structurel, puisque intégrer la santé mentale dans les dispositifs de gestion de crise, ça peut pas être juste quand même une option, c'est un enjeu fondamental pour éviter que les détresses psychologiques ne se transforment en traumatisme durable. On peut aller sur la slide d'après. En fait, c'est là qu'interviennent notamment les fameuses CUMP, donc cellules d'urgence médico-psychologique. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est en revenant à leur naissance. Donc, on va revenir 30 ans auparavant. On est le 25 juillet 1995. L'attentat du RER B à Paris va faire 8 morts, 117 blessés physiques et bien plus encore. Parce qu'on estime aujourd'hui, avec les recherches qu'on connaît, que pour un blessé physique, il y a souvent 10 blessés psychiques. Donc ce jour-là, imaginez, cela représentait probablement plus de 1000 personnes en détresse.
Et donc, une image assez frappante de ce jour-là, c'est Jacques Chirac qui se rend à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui voit ces blessés psychiques, pour le coup, errer dans les couloirs, désemparés, prostrés, agités pour certains, et sans soutien adapté. Et donc là, il va charger Xavier Emmanuelli, qui est alors son secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence, de structurer une réponse. Et il va se diriger vers Louis Croc, psychiatre militaire et spécialiste du psychotraumatisme, pour organiser cette nouvelle structure. Donc les CUMP, elles vont naître en 97, avec une structure qui est vraiment pensée pour intervenir en immédiat ou en post-immédiat après un événement potentiellement traumatique. Donc, le rôle global des CUMP, voilà, c'est prévenir les conséquences des événements collectifs à fort impact psychologique. L'idée générale, c'est d'apporter un soutien psychologique d'urgence à la fois aux victimes, on les appelle les impliqués, nous, directs ou indirects, et aux professionnels aussi exposés. Et puis, de façon plus globale, essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans le chaos pour soutenir les aidants. Les CUMP, elles sont composées à la fois de volontaires et de permanents. Ce sont tous des professionnels de santé mentale. Les CUMP, en fait, c'est une composante du SAMU. On l'appelle aussi le SAMU psychologique. Donc, comment il se déclenche? Juste pour vous donner une petite idée, concrètement, lorsqu'un événement collectif à fort impact psychologique se produit, ça peut être un accident de la voie publique, un accident collectif, une catastrophe naturelle, le 15 est vraiment le numéro clé. Il y a le médecin régulateur du SAMU qui alerte la CUMP locale pour un éventuel déclenchement. On est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, si les ressources locales suffisent, ça va être vraiment la CUM départementale ou régionale qui va intervenir. Mais si la crise dépasse les capacités locales, que c'est tellement finalement énorme, eh ben, un renfort national peut être déclenché. Il y a toute une sorte de plan qui existe. Et donc, la Direction générale de la santé et le préfet vont pouvoir déclencher ces plans de crise. Et ça a été le cas notamment à Mayotte, que je vais prendre comme exemple. C'est la slide suivante pour pouvoir un petit peu vous expliquer comment ces CUMP, elles fonctionnent dans ces situations sanitaires exceptionnelles. Alors, le constat de départ, hein, quand même, quand on est arrivé à Mayotte, c'est de se dire que c'était un territoire qui était déjà vraiment fragilisé, avec une précarité sociale extrême, puisqu'un tiers de la population vit dans des bidonvilles, avec un accès à l'eau et aux ressources essentielles vraiment très limité, avec des coupures d'eau prolongées, hein. Parfois, c'est un jour sur 4, et ça, c'était avant le cyclone, et un système de soins vraiment sous tension, avec des moyens limités, et notamment en psychiatrie. Pas de CUMP locale, la CUMP la plus proche, c'est la CUMP zonale de l'océan Indien, et ils ont énormément œuvré, j'ai envie de les saluer aussi ici. Et donc après, le national est venu en renfort. Et là, j'aimerais vraiment pouvoir vous parler de comment finalement on structure cette réponse médico-psychologique à partir de ce que nous ont expliqué Laetitia et Guillaume sur ce qu'on connaît du modèle psychotraumatique et ce qu'on connaît de l'éthique du care. Pour un petit rappel, mais ça reprend un peu ce que nous est Laetitia. Le modèle traumatique, finalement, c'est quand il y a eu maltraitance d'un côté, c'est-à-dire qu'on a vécu la perte de contrôle, l'impuissance, l'oppression, hein, c'est ce qu'a fait le cyclone, ça a détruit, voilà. Et puis, ça va s'ajouter à l'abandon, c'est-à-dire qu'après, la relation, elle n'est pas venue. Les gens ont pu rester quand même pas mal dans le vide. Enfin, ce sentiment d'abandon, il est souvent là quand on a vécu un événement à potentialité traumatique. Et donc, l'antidote, en fait, à ce modèle maltraitance et abandon, c'est précisément venir faire le contraire. C'est aller travailler sur la liberté. La liberté, c'est être dans la question du consentement, dans la position basse, pouvoir faire en sorte que la personne en face de nous se sente respectée et être dans la relation. Donc amener de la protection, de la contenance, de la considération. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on a pu construire tout le dispositif, notamment à Mayotte, mais comme sur d'autres interventions.
Pour Mayotte, le dispositif qui a été mis en clé, c'est des rotations successives avec des équipes pluridisciplinaires du national qui se sont ajoutées donc à la CUMP Océan Indien. Et en fait, pendant 2 mois, on s'est relayé équipe par équipe pour essayer d'assurer une présence vraiment stable et continue. En fait, l'idée, c'est que chaque rotation effectuait entre elles un passage de relais vraiment précis pour garantir la continuité du suivi. On a vraiment voulu éviter l'effet mission éclair, cow-boy, je ne sais pas, quelque chose comme ça qui n'aurait pas été opérant et qui aurait pu renforcer ce sentiment d'abandon. Si je devais finalement résumer les priorités, et là ça renvoie à l'éthique du CARE en fait, hein, qui ont guidé cette intervention, ça a été d'assurer une présence stable et rassurante vraiment pour lutter contre le sentiment d'abandon des personnes, de rétablir des repères en soutenant, alors par exemple les enseignants pour qu'ils puissent accompagner les enfants dans la reprise de l'école, de soutenir les aidants, les acteurs locaux pour qu'ils puissent continuer l'accompagnement après notre départ. Et puis, une mission très très importante, c'est de s'articuler avec les structures locales, les écoles, les hôpitaux, les travailleurs sociaux. Je reviens un peu sur ce que disait Guillaume, mais la coordination, c'est une part très importante justement si on veut assurer une prise en charge dans la durée. On a notamment beaucoup coopéré avec une ONG qui s'appelle Thérapsie et qui a pu prendre en charge après les enfants suite à notre passage. Je continue sur la slide suivante, Guillaume, si tu veux bien. Je vais vous parler là vraiment des enseignements et des limites aussi de notre intervention à Mayotte. J'aimerais rappeler l'importance d'une approche non descendante. C'est-à-dire qu'en matière de soutien psychologique post-crise, et là l'expérience de Mayotte vraiment nous a rappelé une chose essentielle, on ne peut pas résoudre des choses, enfin résoudre oui, des problèmes avec des interventions standards, hors sol, parachutées. Je crois que l'enjeu, finalement, c'est de ne pas isoler la question du psychotraumatisme, notamment dans un domaine d'expertise qui serait réservé aux seuls spécialistes qui ont bac+12 en psychotrauma, mais de vraiment permettre aux acteurs de terrain, milieux associatifs, soignants, professeurs, travailleurs sociaux, éducateurs, d'en saisir les fondamentaux pour mieux accompagner ensuite les personnes touchées. Et c'est vraiment de pouvoir trouver cet équilibre entre l'approche spécialisée d'une part, et la diffusion des connaissances, pour ensuite éviter de démunir les professionnels de première ligne. Et donc, dans cette approche non descendante, finalement, la CUMP, elle est juste, comment dire, une sorte de contenant, une membrane protectrice qui va accueillir un contenu qui est plutôt l'œuvre des acteurs de terrain. Et puis, je me souviens d'un exemple vraiment marquant qui montre un peu qu'on n'est pas là pour apprendre aux autres, que nous aussi, on doit vraiment se nourrir de ce qu'il y a sur place. C'est le travail avec les médiateurs culturels. Par exemple, ce cyclone, oui, bah, on disait, bah, il y a le cyclone Chido qui est passé, mais Chido, je ne savais pas que ça avait une signification en shimaoré. Et c'est vraiment, je crois, dans la voiture, en partant en intervention avec une médiatrice culturelle, voilà, elle nous a expliqué que le mot Shido, en shimaoré, ça voulait dire le miroir et que c'était une symbolique qui était très forte et que pour certains, eh ben, ça ne reflétait pas seulement l'image, mais aussi l'âme. Et voilà, et la question du monde visible et invisible dans cette culture-là. Et c'est des choses qui étaient essentielles pour nous de le savoir parce que cet éclairage culturel, elle nous permet de mieux comprendre certaines peurs et puis d'ajuster nos interventions. Sinon, on fait n'importe quoi ou c'est très déconnecté. Donc voilà, on est en appui des acteurs de terrain dans une démarche collaborative et ancrée, c'est vraiment le principal. Ensuite, j'avais un petit peu envie de vous parler des dynamiques d'entraide et de prédation qui se sont entremêlées. Ça, on pourra peut-être y revenir. Et puis, je sais que bon, Pablo, notamment, le développe beaucoup dans ses livres. Alors, peut-être qu'il pourra nous aider à y réfléchir après. Guillaume aussi, je crois que tu en parles. Ouais, moi j'étais frappée par ça, c'est-à-dire que à Mayotte, après le cyclone, bah, les personnes ont pu nous dire que, et on a pu le constater hein, sur le terrain, les tensions elles ont explosé. Il y avait un affrontement pour l'accès à la nourriture, à l'eau. Il y avait une dégradation des écoles qui avaient servi d'abri précaire. Et puis il y a des personnes qui ont fait de l'entraide. Qui ont fait de la relation, mais contre d'autres, quoi. C'est-à-dire des groupes constitués qui pouvaient vouloir chasser des groupes de personnes
en situation de migration, en fait, et qui avaient trouvé refuge dans les écoles et qui pouvaient vouloir les chasser. Enfin, c'était très complexe, en fait, toutes ces dynamiques comme ça qui coexistaient. Et donc, en tout cas, face à ça, enfin, faut être très humble, mais au niveau des CUMP, on a essayé de chercher à retisser du collectif. Par exemple, je me souviens d'un groupe de parole où on avait des enseignants euh, qui étaient vraiment, on va dire, oui, très marqués par le fait que des écoles avaient été saccagées par peut-être des parents d'élèves et ils se disaient, mais ces enfants-là, leurs enfants, on les aide au quotidien et on comprend pas, enfin, comment ça a pu se passer. Et nous, enfin, à notre humble niveau, ça a été de se dire, ben, on met un espace de parole là pour qu'on puisse voir la grande image ensemble de ce qui se joue euh, dans ces dynamiques-là, en fait, quand il y a de l'entraide et de la prédation et pourquoi être donné la parole. Et donc là, les CUMP, elles ont joué un rôle clé, je crois, hein, dans la stabilisation sociale. Mais voilà, pas que nous, hein, il y a eu vraiment d'autres personnes qui ont fait ce travail-là. Euh, Ensuite, bon, bah, les CUMP, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais mon équipe aussi, des Pays de la Loire, peut-être de réfléchir à un modèle plus anticipatif pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut faire le constat quand même que les crises sont devenues systémiques, récurrentes, et que bah, les CUMP aujourd'hui, elles interviennent après la crise, dans l'urgence. Et on a peut-être un rôle à jouer concrètement pour aller vers un modèle plus anticipatif où on pourrait préparer psychologiquement les populations face aux crises. Peut-être en outillant les acteurs locaux en amont, peut-être construire des ponts entre les institutions et les communautés, renforcer les liens sociaux pour éviter que la désorganisation ne devienne un facteur aggravant du traumatisme. Enfin, je pense qu'on a quelque chose à jouer et ça revient à ce que disait Guillaume tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mieux absorber l'impact des crises et ça nous renvoie encore à la notion de robustesse. J'en ai fini là pour l'écume, je vous laisse reprendre la parole pour la suite. Eh bien, on arrive à la conclusion. Chronos nous a rattrapés. Donc, euh, on a vu en fait pendant le webinaire, donc du coup, on a déroulé cette approche socio-écologique, ce qui montre en fait que l'importance de renforcer, enfin, pour renforcer durablement des formes de résilience collective, d'entraide, bah, il faut avoir une grille de lecture à la fois individuelle, collective et politique. Pour nous, c'est vraiment l'idée, au-delà de la notion de résilience. Vous savez qu'il y a un débat sur la question de la résilience qui serait en fait un mécanisme qui permet de faire revenir en fait un système à son état d'origine. Plutôt que de résilience, on voulait effectivement amener ce concept de robustesse, pour reprendre les mots d'Olivier Hamon qui conceptualise cette terminologie. Et robustesse pour voilà, imaginer comment bâtir des communautés solidaires capables de faire face aux crises, tout en soutenant les liens sociaux essentiels à leur bien-être. Alors, en santé mentale, soutien psychosocial, humanitaire, on est souvent enfermé dans une logique de performance. J'imagine, là, je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain. Et donc, du coup, on a un problème avec ça. C'est-à-dire que du coup, on est pris par nos projets, on est pris par nos financements. Il faut faire mieux, il faut aller plus vite, avec moins de moyens. Donc, la performance, c'est un problème pour l'entraide parce que la performance, c'est une façon de canaliser, en fait. C'est une façon d'organiser, de canaliser, de rationaliser, de spécialiser, de mesurer, d'optimiser, quitte à épuiser et surtout à rigidifier face aux crises, face aux problématiques qui peuvent traverser, en fait, bah, le projet, l'événement, la situation, etc. Comme disait Alix tout à l'heure, en disant, bah voilà, effectivement, on peut observer qu'il y a des conflits entre les groupes qui disent qu'ils fabriquent de l'entraide, mais au sein de leur propre groupe. Donc, comment on régule, en fait, comment, hop, on réajuste l'intervention pour prendre en compte cette dynamique sociale et arriver à soutenir les uns les autres. Donc, il y a un enjeu, comme le dit l'adage zen, celui qui a atteint son objectif a raté tous les autres. Celui qui a atteint son objectif, bah, il a raté tous les autres. Et ça, c'est le problème du projet, hein. C'est qu'on fonctionne par objectif avec des indicateurs et que du coup, on passe parfois
Voilà, et donc du coup, ça nous oblige, pour le coup, à être dans des logiques de traduction en permanence. Traduction culturelle avec des médiateurs culturels, traduction pour adapter la logique d'intervention. Voilà. Et cette traduction, elle se fait pas n'importe comment. Cette traduction, elle se fait à partir de personnes ressources, de personnes qui sont ancrées, qui sont là. Donc, on a parlé hein, des leaders communautaires, d'enseignants, de personnes issues, enfin voilà, de personnes qui sont impliquées dans des associations qui tiennent en fait le tissu social. Mais aussi la question de la mémoire. Je crois que c'est quelque chose qui est quand même ressorti d'un certain nombre d'études hein, du projet Entraide en temps de crise. Comment les crises qui sont récurrentes sur certains territoires, je pense aux cyclones hein, qui reviennent en fait tout le temps. Euh, du coup, il y a un enjeu en termes de transmission de l'entraide, de comment on fait face ensemble. Donc, du coup, il me semble que l'entraide se situe plutôt du côté de la robustesse que de la résilience en ne cherchant pas une efficacité parfaite, mais la capacité à tenir dans la durée, avec délicatesse. Donc, il faudrait trouver une forme de robustesse délicate. Je ne sais pas comment trouver un équilibre entre ces deux termes, pour rester debout, en fait, malgré les turbulences. Donc, être robuste, c'est avoir des marges de manœuvre, de l'interstice, de la diversité, une capacité à bifurquer quand le contexte y change, à émerger de la marge et donc du coup à émerger, comme le disait Alix, des interstices. Ce n'est pas chercher à être le plus rapide ou le plus performant, mais être capable de s'ajuster, d'improviser, de s'adapter. Donc là où la performance, elle exige une spécialisation, la robustesse, elle repose sur la polyvalence et la capacité à faire avec l'imprévu. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est très spécifique à la santé mentale, soutien psychosocial, puisque c'est un domaine qui s'appuie à la fois sur des spécialistes, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, etc., mais aussi sur la capacité de chacun à fabriquer du lien avec l'autre, de rebondir, d'être solidaire, etc. Et c'est vraiment ce double mouvement qui est en jeu dans le champ de la santé mentale et du soutien psychosocial. Donc l'entraide, elle prend tout son sens à travers la robustesse, en disant que c'est pas une affaire individuelle, c'est un processus collectif. Ça, c'est vraiment important. Donc on l'a vu aujourd'hui à travers les groupes de parole, les dispositifs de pairs aidants ou les réponses communautaires. C'est la capacité à absorber une crise que vient le lien social. C'est l'absorption de cette crise qui fabrique du lien social, de la solidarité. Et pour ça, on a besoin d'en prendre soin, donc d'où la question du soutien aux aidants, d'où la question de dispositifs de staff care, hein, comme on dit dans le jargon en santé mentale, et aussi de prendre soin de la circulation des savoirs. Des savoirs, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et ce d'autant plus dans le contexte actuel, où il y a un écrasement des savoirs à travers le prisme de certaines logiques conservatrices. C'est vraiment important que on soit attentif en fait aux savoirs locaux, aux savoirs expérientiels. L'entraide, c'est vraiment l'entre-deux aides. L'entre-deux aides, ça émerge dans l'intermédiaire entre deux aides. C'est comme ça que ça émerge les savoirs liés au lien social. Donc, attention à la performance qui nous enferme dans une logique de contrôle. Là où la robustesse nous invite à faire le pari plutôt de la coopération hein, et de la créativité. Donc voilà, je crois qu'on a terminé. Juste un dernier mot, c'est vraiment interdépendance et interdépendance. Être attentif aux interdépendances à la fois entre les organisations, mais aussi par rapport aux gens eux-mêmes vis-à-vis de leurs propres objets de soutien. Voilà, donc être robuste, un dernier mot, c'est vraiment cette capacité à construire du lien dans l'adversité qui nous permet non seulement de tenir, mais aussi de nous transformer. J'ai mis dans la slide un certain nombre, enfin on a listé les différents sites web en fait qui parlent de santé mentale, soutien psychosocial. Il y a ces derniers mois une production assez importante de webinars, comme on est en train de faire, mais en anglais. Aussi. Donc, du coup, sur le site de la Fédération des Croix-Rouges, sur le site de MHPSS, le groupe de référence en santé mentale, soutien psychosocial, mhpss.net.
Mental Health Innovation Network, qui est un groupe qui réunit pas mal d'acteurs de la société civile et donc du coup qui capitalise, qui fait remonter les recherches en santé mentale, soutien psychosocial. Donc un groupe aussi, une plateforme assez intéressante. MHPSS collaborative, donc qui est très centré sur la question de l'enfance et des familles. Donc c'est aussi un think tank qui travaille dans le champ de la santé mentale et du soutien psychosocial humanitaire, mais centré sur ces populations. Et puis, bah, en termes d'activité, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande vraiment d'aller regarder le minimum service package. Donc, c'est les activités essentielles en santé mentale, soutien psychosocial, les activités minimales qu'on peut faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sorti il y a 1 an et demi. Et donc, du coup, qui liste en fonction des problématiques, quel type d'activité on peut développer. Et puis deux podcasts, donc du coup un récent qui a été élaboré par nos collègues, donc Soigner les esprits, l'importance des cultures et des pratiques locales dans les programmes de santé mentale, et puis un autre sur cohésion sociale, un défi pour l'action humanitaire. Voilà, donc on a terminé pour la présentation. Ce qu'on propose maintenant, c'est d'ouvrir un temps d'échange. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je te redonne la parole, Nadine, peut-être pour animer ce temps d'échange. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Vous avez avalé le chronomètre parce qu'il est exactement midi, le temps qu'on avait prévu au départ. Bravo, tous les trois. Donc, je reprends la parole juste pour vous redonner le cadre pour poser les questions. Ce sont des questions, vous êtes nombreux, hein, vous êtes plus de 70 ou 70 en fonction des lieux où sont les gens. Il y a ici en bas du cadre un question-réponse. Je vous invite à plutôt poser les questions ici que sur le chat directement parce que ça nous permet de mieux les voir et de suivre vraiment ce qui concerne les questions et donc de quelque part aussi gagner du temps pour pouvoir y répondre, avoir plus de temps pour y répondre. Donc, on a déjà un certain nombre de questions. La première que je vous propose de poser, elle nous vient d'Isabelle de Vitton et qui nous demande comment aborder et travailler le sujet auprès des citoyens sans générer angoisse, peur, déni et rejet. Je ne sais pas qui d'entre vous veut prendre la parole là. Je préférerais vous laisser la parole puisque Isabelle de Vitton est ma collègue à la CUMP et qu'on se pose ces questions-là collectivement. D'accord. Et peut-être que ça peut être intéressant d'avoir votre regard là, chers collègues, sur ces questions. Laetitia, Guillaume. C'est quel sujet exactement? Le sujet, parce que le sujet de l'entraide, enfin voilà, de l'entraide, je veux dire, parce que je pensais entraide et crise, donc mais de quel sujet en fait on parle? Alors, tu veux reformuler Nadine ou tu veux que je... Oui, la question c'est comment aborder et travailler le sujet donc du trauma en amont, si je comprends bien hein, la question, auprès des personnes, comment aborder ces questions de préparation auprès des citoyens sans générer angoisse, peur, déni et rejet, C'est puisqu'on est ça, vraiment dans ce climat. question de la préparation psychologique des Voilà. citoyens en fait. Alors, moi, alors il y a des dispositifs qui existent hein, pour travailler sur les enjeux de santé mentale, soutien psychosocial et qui ont été développés ces dernières années. Donc, dans le champ de l'humanitaire, on a ce qu'on appelle les premiers secours psychologiques, qui sont des activités de préparation en fait sur comment faire face à des crises. Et on a sur les notions de santé mentale, sur comment faire avec quelqu'un qui vit avec un trouble, comment se préparer par rapport à des communications. On a ce qu'on appelle les premiers secours en santé mentale en France, qui est quelque chose qui nous vient de l'Australie. Donc, premier secours en santé mentale pour faire face aux crises et euh, premier secours en santé mentale par rapport aux notions de santé mentale et premier soin psychologique, je vais y arriver, pour tout ce qui est travailler sur ces enjeux pour le psychotrauma. Voilà, il y a dans les premiers secours, parce que je vois qu'il y a d'autres questions sur la question du référencement. Quand on fait des formations au premier secours en santé mentale, alors ça peut être
premier secours en santé mentale, ça peut être très court comme ça peut être très long. Ça peut être des formations de quelques heures à une semaine. Tout dépend de ce qu'on déplie, en fait. Mais si on veut préparer des populations à la gestion de crise, du coup, c'est important d'expliquer ce qu'a fait Laetitia, par exemple. Comment fonctionne, comment le cerveau il fonctionne, comment notre corps fonctionne par rapport aux crises. C'est important aussi d'avoir une visibilité claire sur un territoire des ressources disponibles. Et ça, c'est une problématique pour préparer les personnes. Il faut qu'elles soient informées. Informées de qui c'est qu'il faut appeler, où c'est que je peux aller chercher tel ou tel type d'aide, de ressources matérielles, est-ce que c'est organisé, etc., etc. Donc, toutes ces informations, quand on fait une formation sur les premiers secours en santé mentale, normalement, on demande aux personnes de faire une cartographie des ressources du territoire, mais aussi de mettre en place des logiques de référencement pour traiter des situations qui peuvent être complexes, par exemple des situations de violence. Voilà. Donc vraiment, je dirais, voilà, regardez premier secours psychologique euh, les premiers soins en santé mentale. Voilà. Merci. Merci. Guillaume, je vois que Pablo ou Véronique souhaitent amener un élément de réponse aussi, je vois. Ouais, merci pour la question. Ça me touche parce que c'est mon sujet là, avec le dernier bouquin sur le pouvoir du suricate et comment traiter nos peurs. Et avant les catastrophes, moi j'ai depuis 10 15 ans, j'ai beaucoup de mal en tant que catastrophiste, lanceur d'alerte à prévenir les gens avant les catastrophes sans qu'ils aient peur. Et en fait, là, je pense que le problème de notre société, c'est qu'on a peur de la peur et que on veut pas y aller il faudrait pas éviter la peur, au contraire. Et donc la meilleure moyen de le traiter, c'est de faire des cercles de parole et de revenir dans le verre en quelque sorte. La peur, elle se traite collectivement. Donc avant les crises, le meilleur moyen, c'est le lien social, les cercles de parole avant les crises. Parce que là, on a vu, Guillaume, tu nous parlais des cercles de parole après les crises ou pendant, mais avant, c'est ça la clé. Comme ça, on se sent euh, plus en sécurité, on a des ressources. Et le fait de se sentir en sécurité avec des ressources fait que quand il y a une crise, on a moins peur, on réagit mieux. Et une autre manière, c'est aussi le jeu. On est des primates comme les singes, les autres, nos cousins. On apprend par le jeu. Le jeu, c'est un mélange de joie et de peur. Ça nous sert à atteindre, à jouer avec des niveaux de peur élevés. Et c'est comme ça qu'on peut expérimenter les crises avant les crises. Merci, Pablo. Je vais proposer une question suivante qui nous vient de Yannick Léniel. À quel moment sait-on que l'intervention est terminée, qu'il faut partir? Et est-ce que ça sert aussi à régler des problèmes préexistants? Par exemple, une centaine de personnes qui se retrouvent à dormir dans la rue dans le Jura, c'est une crise. Et à Paris, c'est juste le trajet pour aller au boulot. Quels sont les critères pour dire, ça y est, notre job est fait? Qui répond? Je lance. Ouais, Oui, Ouais. Guillaume. Euh, alors la réponse, bah, quand il n'y a plus d'argent. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe souvent, raison pour laquelle on est sans arrêt en train de chercher des nouveaux moyens pour continuer à intervenir. Il y a un débat sur la question de l'urgence humanitaire. En fait, l'urgence, c'est l'urgence de qui? Est-ce que c'est l'urgence de ceux qui fabriquent la réponse ou est-ce que c'est l'urgence des personnes et des populations? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, il y a des populations qui rencontrent des crises permanentes, récurrentes en fait, hein, et parfois des crises, comme on disait au début, systémiques, et où du coup, la question de combien de temps l'intervention reste, dure, etc., est centrale. Maintenant, on peut pas déconnecter la réponse à cette question des financements ou de l'organisation des politiques publiques qui soutiennent la réponse. Donc, si on prend l'exemple des populations précaires en France ou migrantes,
eh ben, il y a un enjeu d'adresser cette problématique au niveau des politiques publiques pour que du coup on ait des dispositifs publics qui soient pris en charge. Euh, Après, au niveau plus société civile, au niveau du lien social, là encore, les processus de solidarité ne reposent pas que sur de l'aide institutionnelle, ça peut être aussi effectivement du bénévolat. Voilà, donc je pense c'est un peu tout ça en fait, c'est ce tissu social et dire à partir de quand on arrête, ben, c'est aussi enfin, c'est un savant équilibre entre est-ce qu'il y a encore une demande? S'il n'y a pas de demande, être sûr que l'absence de demande soit réellement une absence de besoin. Ce n'est pas toujours le cas. On sait très bien qu'il y a des populations qui demandent rien et qui ont besoin de tout. Donc du coup, c'est ce qui légitime aussi le fait qu'on continue à intervenir malgré le fait qu'il n'y ait pas de demande exprimée. Moi, je dis ça parce que j'ai beaucoup travaillé avec des populations à la rue et les populations à la rue ne demandent pas d'aide. Donc, du coup, on sait très bien qu'il y a une forme de substitution à la demande qui est nécessaire. Donc, si on place ça à une plus grande échelle, ça pose quand même aussi des enjeux moraux et éthiques. Voilà, donc je n'ai pas de réponse toute faite. Je suis désolé à cette question. À partir de quand on arrête, c'est un mélange de choses très concrètes autour des financements, très concrètes autour du passage de relais au niveau des politiques publiques, au niveau du tissu associatif, et aussi de ce qui existait avant et qui peut éventuellement euh, reprendre ou poursuivre. Voilà. Je dis ça parce que parfois les tissus associatifs sont affectés par les crises eux-mêmes. On l'a vu pendant le Covid, par exemple, avec les Restos du Cœur, hein, qui ont arrêté, vous vous souvenez, les 3 premières semaines du premier confinement. Les Restos du Cœur en France ont arrêté de fonctionner, surtout parce que les bénévoles sont des personnes âgées et qui avaient une vraie peur de la transmission du virus, hein, puisqu'on était dans les premières semaines où il y a eu cette peur extrêmement forte. Et donc, du coup, le tissu solidaire s'est effondré. Voilà. Et donc, du coup, ça a été très alarmant pour les populations qui dépendaient des Restos du Cœur. Et donc, du coup, il a fallu vraiment se remobiliser collectivement pour faire face. Voilà. Donc, et à partir de quand, du coup, on arrête? Bah, à partir du moment où il y a un relais, en fait. S'il n'y a pas de relais, on continue. Merci Guillaume. Euh, la prochaine question que l'on propose nous vient de Soumana Oumarou Suleiman. Bonjour Alix, quel est l'acte qui vous a le plus marqué lors de votre intervention à Mayotte? Alors je propose que ce soit Alix, bien Ouais. sûr, qui réponde. Merci de me poser cette question. Je crois il y a eu beaucoup de choses qui m'ont marquée et touchée lors de cette intervention à Mayotte. Et alors, je vais peut-être prendre la plus émotionnelle, comme ça, ce sera parlant, même si c'est pas. C'était quelque chose d'assez inattendu, toujours au centre hospitalier de Mayotte, où on pouvait aller se présenter de nuit très spontanément pour aller voir les soignants. On est tombé avec ma binôme un jour sur une patiente, une femme qui était très démunie, qui avait l'air d'avoir une grosse douleur au ventre. On comprend assez rapidement qu'elle a une césarienne mal refermée d'il y a une semaine, qu'elle a eu quelques soins de base, mais que en fait l'équipe soignante lui a dit là vous allez retourner chez vous et qu'elle avait 2 heures à pied à faire en pleine nuit à Mayotte dans un contexte vraiment pas sécure. Et alors que c'était pas notre rôle, avec ma collègue, on s'était dit que c'était pas du tout OK. Cette situation, ça nous allait pas. C'était pas possible que cette femme reparte chez elle. Et on a été attrapé un infirmier des urgences. Et on lui a fait part de cette situation en lui disant, mais là c'est pas possible. Elle peut pas repartir chez elle. Et on a eu l'impression, en fait, de le réassocier lui, que peut-être les soignants, à force d'être obligés de soigner dans un contexte, mais d'extrême précarité, avec 2 compresses pour 100 patients, enfin, j'exagère à peine en disant ça, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de matériel, enfin, eh ben, peut-être qu'ils pouvaient plus se rencontrer, enfin, ils faisaient avec les moyens du bord, et là, cette personne, elle pouvait pas rentrer chez elle. Et en lui parlant, en ayant ce pas de côté de 2 personnes qui arrivent et lui disent, on ne peut pas laisser repartir cette femme dans cet état, avec sa plaie, avec le danger qu'il y a dehors, etc. Il y a eu un truc qui s'est passé dans ses yeux, vraiment de réassociation, de ah mais c'est vrai, etc. Bon, et puis après, il est venu en aide à la personne. Donc, oui, ça m'a marqué parce que c'était pas, en fait, c'était pas censé arriver. Enfin, donc, qu'est-ce que je veux dire là-dedans?
peut-être l'inattendu. Ce jour-là aussi, j'ai été très en colère que ça ressemble à ça, la réalité de Mayotte. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cette équipe CUM formidable avec laquelle j'étais, des personnes que je connaissais pas, hein, qui venaient de partout du national, et de à quel point on s'est entraidés, à quel point on a pu échanger ensemble, parfois pleurer ensemble, se soutenir par rapport à ça, et puis l'éprouver dans notre corps. Je suis désolée, c'est pas très clair. Il y a trop de choses qui m'ont marqué à Mayotte. Vivre aussi dans sa chair le fait que on n'a pas d'accès à l'eau potable comme ça, qu'il va falloir préparer les choses pour la journée, que oui, il va falloir prévoir des gourdes avec de l'eau, des pastilles désinfectantes. Enfin, ça semble bête, mais quand on le vit en même temps que la population, à moindre échelle, hein, bien sûr, ça fait ça donne quelque chose dans les pratiques. Bon, je sais pas si j'étais très claire, mais c'est à l'image de ce que j'ai ressenti là-bas, quoi. C'est beaucoup de choses. Et en tous les cas, c'était sincère, donc c'était parfait comme réponse. Merci beaucoup, Alix. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec la question suivante de Lassine Daou, et qui est quand même au cœur de notre sujet là d'étude et du projet, qui est aussi sur l'articulation entre l'entraide et les institutions plus officielles de secours. Et donc, il y a cette question de, je ne sais plus si j'ai dit son nom, mais de Lassine Daou, qui est le réseau de soutien se confond-il au circuit de référencement? Quel est le processus de mise en place d'un groupe de parole? Donc, il y a deux questions dans une. Peut-être je vous propose de répondre à la première d'abord. Le réseau de soutien se confond-il au circuit de référencement? Qui répond? Guillaume, si jamais ton micro est... Guillaume, ton micro Je le est... remets. Merci. Par rapport au circuit de référencement, pour moi, c'est une question fondamentale. Est-ce que le réseau de soutien, voilà, il y a en fait dans la manière, donc le référencement, c'est quand on oriente une personne vers un service qu'on a analysé que la personne avait besoin par rapport à ses problématiques. La question, c'est est-ce qu'on oriente? Bon, bah voilà, tenez, voilà le numéro du professionnel ou de la structure, et puis bah, allez-y. Est-ce qu'on oriente en accompagnant la personne? Est-ce qu'on vérifie que la personne est bien arrivée ou pas? Il peut y avoir des enjeux par rapport à ça. Et donc, du coup, en fonction de la posture qu'on va prendre, effectivement, on va fabriquer un tissu social, un tissu communautaire plus ou moins épais. Alors, il peut y avoir des enjeux autour de est-ce que la personne est OK, hein? On est bien d'accord avec le fait d'être accompagné ou pas. Ça, c'est sûr, c'est la première chose qu'il faut demander. Mais imaginons que ce souci pour l'orientation, pour le fait qu'on est sûr que la personne est bien allée, en fait. Elle est bien allée chercher son panier et qu'elle n'avait pas honte d'être allée chercher son panier alimentaire. Qu'elle est bien allée au centre à la police ou pour porter plainte contre ces violences. Comment ça a été accompagné, ça? Comment on a vérifié? Comment on a porté la demande? Je pense que la question du portage de la demande, elle est centrale dans la question du référencement. Et elle peut être aussi réfléchie de manière collective, c'est-à-dire avec l'ensemble des personnes qui sont solidaires autour des professionnels qui peuvent être, ou des aidants qui peuvent être solidaires autour d'une personne. C'est important voilà, de soutenir la demande et l'adressage. Donc à ce moment-là, le circuit, le réseau de référencement, effectivement, génère en fait un réseau de soutien, crée du lien en fait entre les différentes structures qui ne se parlaient pas forcément jusque-là. Et donc, du coup, on a un maillage territorial qui se forme. Alors que si, quand on fait du référencement, donc oui, on a cartographié que telle structure elle est existante et qu'on donne à la personne qui en a besoin juste l'adresse, bah, en fait, on ne crée pas de lien entre la structure et nous. Donc, il n'y a pas ce maillage. Voilà. Donc, l'éthique du CARE dans le référencement, c'est vraiment avoir le souci de l'adressage, le souci et le fait de porter la demande de la personne, de la soutenir, cette demande. Ah, ceux qui veulent creuser autour de ça, c'est tous les travaux sur la clinique psychosociale hein, qui ont été faits autour des personnes en situation de précarité. Donc la revue Rhizome parle de ça, vous pouvez la trouver sur Internet. Ça, c'est vraiment la question du portage de la demande à travers le référencement. Je propose que la deuxième question de la CINE, qui était quel est le processus de mise en place d'un groupe de parole, j'imagine qu'il doit y avoir des ressources. Peut-être que l'un d'entre vous peut mettre dans le chat maintenant une ou deux ressources et on recopiera ces ressources dans le compte rendu sur tout ce qui est de l'ordre de la méthode. Voilà.
Il y a une question de Florence qui fait référence, Florence Château, qui fait référence au concept de robustesse que tu as mentionné plusieurs fois, Guillaume. Donc, je dis la question, est-ce que pour vous, le concept de robustesse émerge des limites de celui de résilience, entre parenthèses, qui est surutilisé dans le secteur de l'aide, ou est-ce que ces deux concepts sont complémentaires? Que vous voulez répondre? Euh, peut-être, Guillaume, si tu as des choses que tu veux partager, mais tu as déjà bien expliqué et exposé le concept de robustesse. Euh, En tout cas, dans le projet, on n'est pas accroché à la notion de résilience, mais c'est vrai qu'il y a souvent des modes, et finalement, je pense qu'on parle globalement de la même chose. Euh, cette capacité effectivement à résister au choc, alors avec des éléments plus intéressants sur la critique de la performance, qui sont des éléments intéressants dans le concept de robustesse, mais finalement, il me semble que ça se confond assez bien avec la résilience. Mais en tout cas, merci Florence d'avoir posé la question. Et j'en profite pour saluer une de nos chercheuses du projet qui a travaillé notamment sur l'étude de Cabriançon et qui a aussi travaillé sur les pratiques de soutien en santé mentale dans le bassin du lac Tchad. Bonjour à toi, Florence. Je peux rajouter, je mets dans le chat, je ne vais pas y arriver. Il y a un film qui avait été fait avec Handicap International qui s'appelle Réunir les solitudes, qui a été fait au Rwanda, où justement dans ce film, donc Réunir les solitudes, si vous tapez dans Google, vous allez tomber dessus, qui montre comment on construit un groupe de parole, un groupe de soutien à partir de personnes qui vivent dans des communautés qui sont, dans des habitats dispersés et et dans des communautés où il y a eu des ruptures de confiance, de liens sociaux extrêmement fortes. Voilà, donc je vous renvoie vers ce film. Et sur la robustesse, alors la robustesse, la manière dont le conceptualise Olivier Hamon, c'est vraiment justement pour aller au-delà de la résilience, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire, du coup, c'est considérer que le vivant, la Terre, enfin, un fonctionnement qui peut nous donner, nous donner des indicateurs sur comment faire face en, en sortant en fait de la logique qui traverse nos sociétés contemporaines. Donc ça nous emmène sur d'autres sujets, mais en tout cas en sortant d'une logique du culte de la performance, hein, qui traverse à la fois nos façons de fonctionner quand on travaille tous, parce que ça traverse la société de manière globale, donc du coup le fonctionnement par projet, et qui nous invite en fait à regarder le vivant avec une échelle qui est plus grande que ce fonctionnement de notre société, c'est-à-dire du coup voilà, la manière dont fonctionne un arbre n'est pas performant, il est simplement interconnecté. Donc il est interconnecté, et on voit bien les réseaux de dépendance. Et en fait, l'idée, c'est pas de rendre ces réseaux d'interdépendance plus performants, plus résilients. C'est l'idée de les observer et de les accompagner dans leur processus qui les rend encore plus vivants. Donc, moi, je vous invite à lire les travaux hein, d'Olivier Hamon si vous voulez en savoir plus sur la robustesse. Mais en tout cas, c'est un changement de paradigme et de vision du monde qui fait qu'on mobilise ce concept, plus que voilà, l'idée de sans arrêt faire face pour finalement remettre en place des mécanismes qui conduisent à la société qui fonctionne par performance et qui conduisent souvent aussi aux catastrophes, notamment écologiques, climatiques, etc., qui sont à l'origine des troubles qu'on traite. Donc voilà, le pas de côté, je le trouve assez intéressant. Maintenant, son opérationnalisation dans nos projets reste un vrai sujet. Là encore, on est plusieurs à essayer de mettre ça au travail à travers des nouvelles perspectives de pratiques psychologiques, par exemple autour de l'éco-psychologie, qui donc du coup nous invite à transformer notre rapport à nos écosystèmes. Voilà, je vous invite aussi à aller voir du côté de l'éco-psychologie si vous voulez faire le lien avec la robustesse.
Merci beaucoup, Guillaume. Pablo voulait compléter et ensuite je propose qu'on prenne une dernière question parce que voilà, à 29, on devra rendre l'antenne. Donc voilà, Pablo, à toi. Merci Nadine. Non, je voulais amener une question en fait et répondre à une question. C'est par rapport à ce que disait Alix à un moment sur Mayotte où il y avait des tensions qui apparaissaient et de l'entraide des tensions et il y a un mélange de yin et de yang en fonction des groupes. Et donc la clé c'est de considérer enfin, grâce au concept de membrane, chaque groupe a une membrane d'identité, d'appartenance. On appartient à une famille, à des collègues, un groupe de travail, une ville, un quartier, une nationalité, ou même la super membrane des humains ou du vivant. Et on est tous pris dans des interactions, des emboîtements, des entrelacements de membranes identitaires. Et donc, quand il y a une crise, il y a un chaos, un milieu hostile qui fait que les membranes sont secouées. Et nous, ayant besoin de sécurité, les humains, quand il y a une crise, on est à la recherche de super sécurité. C'est pour ça qu'on a tendance à aider, à être altruiste, à donner et à être dans le lien social, parce que ça nous apaise. Et comme on a une tendance aussi à imiter les humains, eh ben, il y a l'entraide qui naît de cette réciprocité-là. Et on observe paradoxalement quand il y a beaucoup de dangers, quand il y a des dangers de mort, il y a des membranes qui sautent, membranes d'appartenance, et on a plus tendance à être altruiste envers tout le monde. Il y a cette tendance à plus aider, plus être altruiste quand il y a plus il y a un danger de mort. Et quand on est moins en danger, nos membranes d'appartenance reviennent un petit peu au premier plan. Et à ce moment-là, les tensions, tout ce qu'il y avait avant, toutes les membranes d'avant la crise, reviennent. C'est-à-dire, oui, tel élu, il est de gauche, il est de droite, tel quartier, en fait, ben, on va pas les aider. Ça devient plus des humains, ça devient des gens de l'autre quartier, des gens de l'autre ville, des gens de gauche, des gens de droite, des gens de l'étranger, etc. Et donc, peuvent réapparaître des tensions. Et donc, on a tout cet enjeu de l'avant-crise. C'est ça qui ressort dans nos études et le projet de recherche, c'est la qualité des liens et donc des membranes avant la crise est fondamentale pour l'arrivée dans la crise. Et la qualité des liens plus précisément horizontales, les liens horizontaux, pardon, c'est-à-dire entre voisins, et des liens verticaux, c'est-à-dire la confiance avec les autorités. Et après, des membranes les plus grandes possibles pour avoir le moins de conflits possible. Voilà, mais une réponse un peu globale pour recadrer un peu conceptuellement. Merci. Merci, Pablo. Une dernière question. Donc voilà, ça va être timé. Je suis désolée, on est vraiment chronométré parce que la ligne doit être récupérée pour un prochain webinaire. Donc la dernière question sera comment trouver les mots justes et adaptés face à une personne en détresse ayant une réalité culturelle parfois différente de celle connue? Y a-t-il des mécanismes à mettre en place? Qui répond? Laetitia? Ouais, peut-être trouver les mots justes et adaptés, c'est d'abord, encore une fois, c'est d'abord nous sentir d'abord justes et adaptés en tant qu'aidants et être tranquille. Et au fait, ça passe avant tout par du non-verbal que du verbal. Donc, c'est important d'abord de travailler autour de notre non-verbal et d'être tranquille. Euh, et puis, c'est souvent poser des questions, trouver les mots justes et adaptés, c'est souvent poser des questions, c'est dire de quoi est-ce que vous avez besoin, comment c'est. Et la première chose quand les gens sont intranquilles, c'est de les tranquilliser avec notre corps à nous et de juste être dans quelque chose de gentil, je dirais. De pas chercher loin, mais d'abord d'amener de la gentillesse, de la douceur, de l'écoute, que la personne puisse sentir qu'elle puisse se déposer, qu'elle est à la maison. Et puis après, on trouve ensemble, quoi. On peut et poser des questions, demander qu'est-ce qui vous êtes, qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation. Ou qu'est-ce qu'une personne plus âgée dans votre communauté ferait dans une situation? Vous pensez que c'est dû à quoi ce qui vous arrive? Quelles sont les solutions? Souvent, les gens ont une idée très claire de ce qui peut les aider et comment mettre en place, ouais, comment mettre en place leurs ressources. Mais c'est dans le dialogue que ça se passe. Et c'est justement dans cette horizontalité dont on parle depuis tout à l'heure, quoi. C'est dans ce dialogue horizontal que ça se passe. Voilà.
Merci beaucoup, Laetitia. On arrive au bout de ce premier webinaire. Il nous reste peut-être 2 minutes. Véronique, Pablo, vous souhaitez dire un mot? Peut-être je prends un peu de cours, on n'avait pas prévu ça, mais pour dire le mot de la fin. Non, c'est vraiment un grand merci hein, à nos intervenants et aux participants qui nous ont emmenés avec leurs questions sur des domaines passionnants. Donc, merci vraiment Guillaume, Laetitia, Alix, pour tous vos apports. C'était un temps passionnant et pour nous, c'est aussi de la nourriture pour notre projet, pour notre recherche. Donc, on a pris note et on se réjouit d'avance de poursuivre ces échanges. Merci aux participants. Donc, vous recevrez, je crois, le PowerPoint et puis, comme le disait Nadine, prochainement aussi la retransmission de ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner toute cette matière et voilà, à bientôt. Je ne sais pas si tu peux rajouter un mot. Merci, non? Rien à rajouter. Salut à tous. Bonne journée. À Ciao. très bientôt À et bientôt. rendez-vous peut-être au prochain webinaire qui aura lieu le 1er avril et qui concernera Valence et la crise de cet automne. Voilà, à très bientôt. Au revoir.